Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors-Jeu Capital, 186e numéro pour parler comme d'habitude de toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et il y en a en ce moment avec la tournée au Japon des hommes de Christophe Galtier, et notamment le match qu'on va débriefer dans ce podcast, leur premier match dans cette tournée au Japon contre le Kawasaki Frontale qui vient de se terminer, victoire 2-1 des Parisiens. On va également revenir sur le mercato parisien avec notamment l'arrivée d'Hugo Ekitike. Et puis les autres infos mercato avec mon équipe du jour. Tout d'abord, Yacine Amnet qui est avec nous. Comment ça va, Yacine? Salut à tous, ça va bien, merci. Les vacances ont été bonnes, tu t'es bien reposé? Ouais, c'était bien, très bien. Sympa le Portugal, hein. Je peux dire, hein, tu m'as écrit en off, tu m'as dit que je serais bien resté au Portugal entraîné là-bas. Ouais, mais je l'avais dit avant de partir et je le confirme en revenant. Portugal, très très beau pays, effectivement, je peux confirmer aussi. Il va y avoir la chance d'y être allé, pardon. Mousse qui est également avec nous. Comment ça va, Mousse, le Nantais? Salut tout le monde. Bah écoute, ouais, ça va. Ouais, j'ai pas eu la chance d'aller au Portugal. Moi, je suis resté qu'autour à 20 bornes, tu vois, mais tout va bien. Comment va la canicule là-bas? Ça y est, c'est passé, vous aussi, il y a plus? Ouais, c'est le dernier jour de canicule, c'était lundi. Il faisait 43 degrés ici, c'était une horreur. Et le lendemain, 24 degrés. Donc, on a perdu quasiment 20 degrés en une nuit. C'était horrible. Mais bon, Dieu merci, c'est fini, c'est derrière nous, tout va bien. La chaleur est enfin supportable et je te confirme, nous aussi, on a eu des jours compliqués sur Paris. Tu les connais bien, Mousse, ces jours de canicule pendant l'été. Et enfin, pour terminer la bande, vous l'avez déjà vu avec nous sur le podcast, il fait le plaisir d'être avec nous pour ce 186e numéro. Romain Bédou, journaliste, présentateur à France Bleu Paris, Club des 5, Infosport, Winamax, bref, il est de partout et il nous fait l'honneur d'être avec nous, évidemment, en grand supporter du Paris Saint-Germain. Comment ça va, Romain? Salut à tous, ça va très bien, merci de m'accueillir. Je suis très content, très heureux. Pour parler de ta petite actu à toi, France Bleu Paris, parce qu'on te connaît sur les autres médias, le Club des 5 évidemment, Infosport depuis longtemps, Winamax depuis peu et France Bleu Paris. Il me semble que tu vas prolonger l'aventure la saison prochaine, mais pour y rester durablement. Effectivement, ouais, je vais faire le billet d'humeur le matin sur le PSG. Ce sera tous les matins, du lundi au vendredi à 8h35 sur France Bleu, sur France 3 Île-de-France aussi. Ça sera diffusé à la télé. Donc voilà, je suis très content, je suis très heureux de pouvoir parler du PSG. Je vais devoir me lever tôt, mais je vais pouvoir parler du PSG toute l'année, donc je suis très heureux. Et je fais cette petite parenthèse pour parler de ton actu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent et qui commentent nos podcasts, qui regardent aussi France Bleu Paris, les émissions avec Pia, notamment sur toute l'actu du Paris Saint-Germain. Donc voilà, vous aurez le plaisir d'entendre Romain Bédouc dans vos oreilles sur France Bleu Paris. Tu vas participer au podcast aussi, parce que je sais qu'ils ont un podcast. Ouais, de temps en temps, dans la bande de Bruno Salomon, de Julien Froment, etc. Le podcast, c'est le lundi, c'est à peu près la même chose aussi comme pour Paris United. Mais pour les supporters du PSG, plus il y a d'offres, plus il y a de podcasts, mieux c'est. Donc ouais, je ferai quelques apparitions de temps en temps, pas tout le temps, mais on est une bande qui tourne aussi, un peu comme vous. Eh ben, tu as bien raison, il y a de la place pour tout le monde, pour tous les médias parisiens, effectivement, vu l'offre qu'il y a. Bon, pour vous faire le petit déroulé du programme du jour, on va parler évidemment donc du deuxième match de préparation des Parisiens, remporté 2-1 dans leur tournée au Japon. C'était le premier match d'une série de 3 matchs contre des clubs japonais. C'était ici et aujourd'hui contre le Kawasaki Frontale, le champion en titre japonais. Et puis ensuite, on reviendra sur plusieurs actus mercato avec notamment Hugo Ekitike qui a rejoint les rangs parisiens. Et puis quelques rumeurs de départ et on terminera avec le loft parisien, avec les 5 joueurs qui n'ont pas été retenus pour cette tournée au Japon, notamment un joueur qui m'a meurtri quand j'ai vu son nom, Julian Draxler, qui ne fait pas partie de la tournée au Japon, malheureusement, qui va devoir trouver un club d'ici la fin du mercato. Parlons tout d'abord. Draxler, je ne sais pas comment il t'a pas encore envoyé un maillot, t'es le dernier résistant. Et je vais lui envoyer un DM avant qu'il se casse, je ne sais pas où, qu'il rentre en Allemagne, là, je vais lui envoyer un petit DM. Je ne l'ai pas croisé, j'ai croisé pas mal de joueurs sur la capitale dans des endroits où il faut que tu ailles dans les parachutes dans le 18e, hein, et puis je pense que tu le trouveras. Hein. Oui, tu as raison. Je traîne peut-être pas dans le coin. Mais tu sais, maintenant, Julian Draxler, il est posé, il a sa copine qui est enceinte, etc. Il sort moins, Draxler, il a une bonne hygiène de vie maintenant, c'est fini ça. Bon, Romain n'est pas d'accord avec moi, Yacine non plus. On y reviendra tout à l'heure sur le cas de Julian Draxler qui fait donc partie un peu du loft parisien. Mais revenons sur ce match de préparation. Paris qui avait remporté son premier match amical face à Quevilly-Rouen Métropole. C'était vendredi dernier, victoire 2-0, c'était au camp des Loges. Et donc les coéquipiers de Mbappé qui sont partis au Japon pour cette tournée pendant l'été 2022. Et ils défiaient le champion en titre japonais, le Kawasaki Frontale, dans le stade du Japan National Stadium de Tokyo, qui était plein, hein, il y avait 80 000 personnes. Donc
ça faisait du monde. Victoire 2-1 avec donc des réalisations de Léo Messi et Arnaud Kalimuendo en deuxième période. Yamamura a réduit l'écart en fin de match, mais ça n'a pas suffi, donc sans faute pour l'instant dans ces 2 premiers matchs amicaux. Christophe Galtier, Mousse qui avait aligné la grosse équipe d'entrée pour ce premier match au Japon avec un 3-4-1-2, Donnarumma, une défense à 3 comme l'avait expliqué Galtier en conférence de presse, dans sa conférence de presse de présentation, une défense à 3 qu'il prolonge pour l'instant avec Ramos, Marquinhos, Kimpembe, des pistons Nuno Mendes, Hakimi, un double pivot Vitinha, Idrissa Gueye, Messi en numéro 10 et puis Neymar, Mbappé devant. Ouais, il a aligné ce qui devrait être très 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 proche de l'équipe type. Alors évidemment, il y a le doute au milieu, ça ne devrait pas être Idrissa Gueye, plutôt Verratti associé à Vitinha. Écoute, c'était une première mi-temps ouais, sympa, deuxième mi-temps un peu longue, un peu moins de mouvements, d'occasions. Bon, pour un premier match, est-ce qu'on pouvait s'attendre à mieux, à pire, je ne sais pas. On a vu des choses intéressantes. On a pu voir notamment l'activité de Vitinha au milieu. En l'absence de Verratti, ouais, on a l'impression que c'est quand même un peu le même profil. Il peut jouer sous la pression. Il joue souvent vers l'avant, contrairement à notre ami Idrissa Gueye. Je sais que tu as apprécié son match, Hugo. Idrissa Gueye, ouais. Ouais, après, peut-être un petit bémol sur l'utilisation des 2 pistons. Je trouvais que je m'attendais à voir mieux. Bon, après, c'est le premier match. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Premier match face à une équipe moyenne. Paris a eu la possession en première mi-temps, a largement dominé, il y a eu pas mal d'actions. On a vu que les 3 devant ont essayé de combiner. J'allais dire Kimpembe. Mbappé, pardon, a eu beaucoup d'occasions, n'a pas marqué. Voilà, première mise en bouche. Voilà, on va pas dire plus. Romain, ton sentiment sur ce deuxième match de préparation emporté par les Parisiens? Oui, effectivement, c'était un petit train, ça allait pas très très vite, il n'y avait pas une grosse intensité sur ce match-là, ce qui est plutôt logique pour un premier match de préparation, enfin deuxième, mais bon, un vrai premier match avec tout le monde. Maintenant, je trouve qu'il y a des choses quand même qui pourront être à travailler et qui ont été vues aujourd'hui, qui ont été intéressantes dans le système notamment, savoir comment les 3 de devant peuvent véritablement s'incorporer dans ce système-là, l'importance que les pistons peuvent avoir. Quelques soucis aussi, notamment défensivement sur la largeur. Il y a pas mal de fois où Ramos a été pris dans son dos, donc savoir comment un peu équilibrer ça. C'est normal aussi, c'est un système qui se travaille, c'est un système à 3 derrière avec les pistons comme ça, c'est pas des choses qui peuvent venir automatiquement. Donc c'est une première base qui pour moi est assez intéressante. J'ai hâte de voir ce que ça donne aussi avec Verratti dans ce système-là, parce qu'il apporterait quelque chose d'autre que Gueye, ça c'est certain. À voir si le duo Verratti-Vitinha peut jouer ensemble dans un système comme ça. Voilà, c'est une première base, il y a des choses à voir, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, donc ça va être intéressant de voir comment ça va être mis sur les prochains matchs amicaux et sur le trophée des champions. Mais on ira un peu plus dans le détail, je pense, un peu tout à l'heure. On voit déjà qu'il y a des zones à travailler et qu'il y a des zones qui peuvent être plus ou moins intéressantes pour la suite. Yacine, comme le disaient Mousse et Romain, quelques bases déjà, on commence à deviner à peu près comment veut faire fonctionner l'équipe Christophe Galtier. Une défense à 3 notamment qui a été renouvelée. Yacine, comment tu as trouvé le schéma tactique aujourd'hui parisien? Bon, une fois qu'on a dit qu'on est en pleine préparation, il faudrait savoir où est-ce qu'ils en sont là, au niveau athlétique. Ça, c'est obligatoire. On va essayer de ne pas être trop dur parce que c'est un premier match. Mais il y a quand même des choses. Alors déjà un mot sur le maillot, il est horrible. Voilà, ça c'est fait. Ah ouais, un petit. Ok, alors. Moi, j'aime bien l'écriture derrière là. L'écriture dans le dos, je la trouve avec le petit dessin. Avec le petit dessin. Alors attends, juste. Et je te donne la parole, Yacine, Mousse et Romain, vous pensez pareil, le maillot pas beau? Moi j'aime bien. Moi J'aime bien la couleur. Moi j'aime bien aussi, mais bon. La couleur. Bon, il ressemble aux 3 derniers maillots un peu blancs avec la bande noire, ça change plus. Enfin, il n'y a rien. C'est vrai, il est nul. Quoi. Ça va pas celui-là, quoi. Ça, tu vois, c'est un peu le même blanc. Ouais, il y a le même en blanc avec l'inverse. Là, ils ont changé juste la couleur. Ça a coûté 130 balles. Changer du blanc au gris. Super. Ouais, mais l'année dernière, il y avait le noir avec la bande grise, t'aimais pas non plus. Donc bon, il y a un moment. Ouais, non, mais ça. Mais pour Yacine, c'est soit blanc, soit bleu. Hein, le reste. Alors regardez, les maillots derrière, Yacine.
Les maillots derrière que t'as. Ah, là, on est dans l'historique. Hein. Voilà, ben oui. Alors, à part Non, mais celui, attention. Paul, mais... Juste pour préciser, je ne suis pas contre l'originalité, mais faites-nous au Non. moins des trucs qui en valent la peine, quoi. Si c'est pour faire trois années de suite le même maillot en passant du blanc au gris, du gris au noir, arrêtez de vous foutre de notre gueule. Moi, j'avais beaucoup aimé le noir. C'est le troisième maillot, c'est normal en fait. Il n'y a rien de scandaleux. Mais non, mais je veux dire, à la limite, faites comme ils ont fait, du jaune, du orange, si tu veux. Là, noir et gris, c'est pas nos couleurs. Et on a l'impression que c'est devenu nos couleurs. Noir et gris, gris et blanc, noir et blanc. T'avais pas aimé le noir avec la bande bleu, blanc, rouge, là au milieu, là comme ça? J'avais bien Ouais, aimé. par exemple, mais voilà. Il était beau. Enfin, quitte à faire un troisième maillot original, amusez-vous avec, faites un truc. Si c'est noir et blanc, c'est pas nos couleurs de toute façon. Donc noir et blanc, gris et noir, c'est pareil. Bref. Et ce maillot-là, Yacine, ils vont le vendre beaucoup au Japon, tu sais. C'est pour ça qu'ils font cette tournée. C'est sûr. Bon, vas-y, je te laisse reprendre. Donc, bref. Écoute, il y a beaucoup de choses. Moi j'ai un premier problème, c'est que j'ai revu Messi qui veut pas jouer avec Hakimi. Désolé, mais je l'ai vu. C'est un des gros problèmes la saison dernière. Voilà. Donc, on va voir ça, comment ça va être corrigé, parce que en vérité, ce système, il ne peut exister que si tu utilises tes couloirs. Parce que une fois que les joueurs, comme l'année dernière, auront compris, les adversaires, que les trois de devant ne font que se rechercher dans l'axe, eh ben, à part un exploit individuel sur un dribble, sur une accélération parce qu'ils sont capables, sur une passe, en fait, tu ne mettras aucun doute chez l'adversaire. Ils arrêteront de s'occuper de Mendes et d'Hakimi, comme ça s'est passé l'année dernière, où d'ailleurs, un des derniers matchs que j'avais analysé, parce qu'après la saison était finie, mais contre le Real, où le Real laissait venir à l'intérieur, parce qu'il savait que ça n'écartait pas. Donc, il y a déjà cette première chose à corriger, et je pense vraiment qu'Hakimi, voilà. La deuxième chose, c'est qu'il y a cette relation au milieu. Bah oui, encore une fois, avec le double pivot, en fait, c'est très simple. Quand tu joues à trois défenseurs, parce que quand tu joues à trois axiaux, c'est justement pour enlever ce milieu de terrain défensif qui vient protéger la défense. Tu as trois axiaux qui sont capables de sortir. D'ailleurs, on l'a vu Marquinhos sortir parfois très très haut et Ramos et Kimpembe un peu venir fermer à l'intérieur. Ça, c'est très intéressant. Sauf que ce système-là, il faut que tu aies le ballon. Enfin, quand tu as le ballon, il faut que tes deux milieux soient capables d'échanger très vite pour trouver des solutions vers l'avant, donc soit les latéraux, soit les joueurs dans l'interligne, Messi, Neymar. Oui, évidemment, mais le problème, c'est que tu n'as que Vitinha qui est capable de le faire. Tu l'as dit, moi, au bout de la 7-8e minute, Gay, il fait une passe, il se trompe. Il fait une passe de 10 mètres, il se trompe de 15 mètres. Mais comment c'est possible? Me parler, là, c'est pas la préparation ni rien. Tu es déjà un joueur professionnel. Tu peux pas chercher un joueur à 10 mètres de toi et mettre un ballon à 15 mètres du joueur. C'est pas possible. Donc, après, le truc, c'est. Surtout quand tu as zéro pression sur toi, là. Il n'était pas non plus stressé par trois joueurs, quoi. Voilà. Le truc, c'est qu'en fait, qui mettre avec lui, donc évidemment, tout le monde pense à Verratti, mais comment dire, les seuls joueurs qui peuvent en fait accompagner Vitinha aujourd'hui, c'est Verratti ou Paredes. Voilà. Dès que tu mets Gay, bah, tu perds un joueur. Et la dernière chose, c'est que dans le replacement collectif, ça c'est global, bah, moi j'ai revu. Alors ok, encore une fois, on est dans la préparation. Mais la préparation, quand tu sais que tu vas jouer 45 minutes, il faut aussi, ça sert à ça normalement un match, à faire beaucoup d'efforts sur 45 minutes pour être prêt après. Bah, moi j'ai revu une équipe qui défend à 7. Voilà. Et les trois de devant qui ne faisaient aucun effort. Donc pour l'instant, j'ai vu la même chose que la saison dernière. Compléter un peu ce que tu disais. C'est bien parce qu'il n'est pas sévère en plus. Et pour un premier match. Ouais, je me retiens. Ça, au moins, c'est coach Yacine, attention, dès que son Laval tombe, c'est voilà, hein, c'est coach Yacine. Même sur les matchs de préparation, c'est pareil. Voilà, ça peut être PSG Real ou PSG. Je me remets en Kawasaki frontalier, c'est pareil. Juste aussi, j'insiste là-dessus parce que ça va nous permettre de voir la progression. Parce que si c'est juste dire ils sont en préparation, attendez les automatismes. Bon, voilà, on a fini le podcast, on ferme la boutique. Hein. Pour compléter ce que tu disais, Yacine, c'est vrai que quand Vitinha avait été associé à Paredes contre Quevilly, on l'avait beaucoup plus vu, Vitinha. Voilà, il a eu plus d'influence dans le jeu. Il y avait une meilleure relation technique entre les deux. Là, on a l'impression que Gay et Vitinha, ils jouaient limite pas dans la même équipe, quoi. Il n'y avait pas d'échange entre les deux. Donc c'est pour ça explique aussi. Même si moi j'aime beaucoup Vitinha sur ce qu'on voit depuis qu'il est arrivé. Effectivement, aujourd'hui, il n'a pas été non plus en grosse réussite, mais parce que je trouve qu'il était assez mal accompagné, on va dire. Et puis, il s'est fait un peu bouger aussi physiquement. Les Japonais,
était assez cool dans les duels. Dès le début de match, ils ont envoyé 2-3 taquets sur Kimpembe et tout. Je me suis dit, c'est pas un match amical. Il y avait 2 Brésiliens aussi, ça y allait. Sur l'animation à 3 devant, Mousse, parce que c'était quand même peut-être, un des sujets du podcast sur ce débrief, l'entente entre Messi, Neymar et Mbappé, qu'on n'a pas beaucoup vu la saison dernière, les 3 ensemble, parce que il y en a un qui était toujours blessé. Comment tu l'as trouvé au niveau des automatismes? Non, les automatismes, ils sont là, on l'a vu, il y a eu pas mal d'échanges, que ce soit entre Neymar, comment il s'appelle? Messi, Mbappé. Messi. N'importe quoi. Que ce soit entre Neymar, Messi, Mbappé, Messi, Mbappé, Neymar. Non, l'animation, c'est ce qu'on avait déjà vu en fin de saison dernière. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas pu en profiter, notamment à cause de la blessure de Neymar. Il a tardé à revenir. Il y avait aussi Messi qui avait tardé à être prêt la saison dernière, qui avait pas eu de préparation, qui avait fait les allers-retours. Bref, on connaît l'histoire. Je suis pas inquiet sur l'animation, mais comme l'a dit Yacine, le truc c'est que ça va jouer à 3. Il y aura sans doute des exploits individuels dans la surface, etc. Évidemment, mais encore une fois, c'est dommage que Mendes et Hakimi ne soient pas utilisés. Même si Mbappé, on voit qu'il cherche pour Hakimi. Mendes, je trouve que le côté Mbappé, Mendes, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que ça a penché évidemment du côté gauche. Donc évidemment, on a vu quelques dédoublements entre Mendes et Mbappé. On a vu qu'entre les deux, ça combinait bien. Chez Neymar, moi j'ai trouvé quand même pas mal de déchets, de pertes de balles. Alors oui, il a l'air en forme, mais bon, ce qu'on a vu de lui aujourd'hui, pour moi, c'est pas suffisant. Après, évidemment, hein, comme l'a répété Yacine, c'est évidemment un match de préparation. Ça va s'améliorer sans doute au fur et à mesure. L'idée, c'est quand même d'être prêt face à Nantes pour le trophée des champions à la fin du mois de juillet. Bon, sur la complémentarité, je suis pas inquiet, mais est-ce qu'on va vraiment jouer comme ça toute la saison avec un milieu, un double pivot, Vitinha, Verratti, 2 gabarits un peu semblables, petits. Moi, pour revenir vite fait sur Vitinha, évidemment, techniquement, il est très bon, il est très à l'aise avec le ballon, il peut jouer sous la pression. Mais il y a eu un petit peu de déchets lui aussi. C'est normal, il vient d'arriver dans l'équipe. Moi, je suis un peu plus inquiet. J'ai envie de voir quand même un match avec les deux, avec Verratti et Vitinha. Et je sais pas si ça va suffire, moi, ce milieu à deux. Pour la complémentarité devant, comme je te l'ai dit, je suis pas très inquiet, mais est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça? Ça, je sais pas. Romain, petite question sur l'animation à 3, parce que là, c'était plutôt Messi qui était en soutien de Neymar et Mbappé, mais je voyais beaucoup de commentaires sur Twitter disant qu'il faudrait mettre plutôt Neymar à son secteur de jeu, vraiment en meneur de jeu, on va dire, dans ce dispositif-là. Toi, tu préfères mettre Messi ou Neymar à cette position-là? Mais moi, si je me permets de te corriger, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi comme ça, mais j'ai même vu parfois Messi et Mbappé qui redescendaient un peu, et Neymar limite un peu dos au but, en point de fixation, etc. Parce que ce qui est vrai, dans ce trio-là, je trouve que ça manque de présence axiale, en fait, de présence de fixation possible axiale. Que ce soit à la fin des actions, bien sûr, quand ils doivent les terminer, ça manque de présence dans la surface, un peu comme ce qu'a amené Kalimundo sur la deuxième période. Et même au début des actions, je trouve que c'est un peu qui va déclencher son... En fait, tu as l'impression qu'ils veulent absolument combiner en 1 ou 2 touches de balle, maximum les 3 ensemble. Et ce qui fait que ça manque de présence, d'impact dans ce trio-là. Donc maintenant, lequel doit être un peu plus créateur, c'est un peu le problème, parce que moi je pense que ça peut être les deux, Messi ou Neymar par intermittence, les deux, un coup Messi, un coup Neymar, et puis on voit ce que ça donne. Mais ce qu'il y a, c'est que ce schéma-là, ce système-là, pour moi, nécessite d'avoir un mec aussi qui prend la surface et qui ne s'occupe que de ça. Et le problème, c'est que dans ce trio-là, j'ai pas l'impression qu'on l'ait, parce que Mbappé ne fait plus que ça, Neymar, j'en parle pas, et Messi non plus. Donc, à voir comment ça peut s'articuler. Est-ce que ce problème-là peut se débloquer en utilisant plus les côtés, comme le disait tout à l'heure Yacine, en décalant un peu plus vers Hakimi, un peu plus vers Nuno Mendes, pour que ça écarte les défenses et qu'on puisse avoir plus de présence dans la surface par la suite. Je sais pas. Maintenant,
Maintenant, c'est vrai que les trois ensemble sur leur complémentarité, c'est sûr qu'elle est là. Ils sont peut-être pas encore les trois complètement coordonnés à trois, mais ils sont là. Mais un coup, ça va être effectivement Messi avec Mbappé, un coup, ça va être Neymar avec Messi, un coup, ça va être Mbappé avec Neymar. Donc c'est à travailler. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Messi aujourd'hui semble physiquement déjà prêt. Il fait 60 minutes qui sont assez bonnes dans ses déplacements, dans sa recherche. Il y a toujours le petit bémol avec Hakimi, mais je vois notamment le deuxième but, c'est un bon décalage qu'il a avec Bernat, avant que Bernat même ait fait l'appel, Messi lui a déjà donné. Donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être à travailler. Maintenant, le problème, c'est que cette complémentarité à trois, on va être forcé de la trouver à un moment, puisque je vois aucun des trois être sur le banc. Je vois même on parlera de Tikité, j'arrive jamais à le prononcer. Non, c'est un cas au début. Tikité, excusez-moi, voilà. Donc même avec son arrivée, il va pas bousculer la hiérarchie des trois, donc donc forcément il va falloir trouver un moyen de les faire vivre. Est-ce qu'on les fait vivre juste en étant les trois, eux qui trouvent la complémentarité qu'il faut, ou est-ce qu'on les fait vivre en animant un peu plus les côtés? Ça va être la question que Galtier va devoir se poser, quoi. Yacine, est-ce que tu veux rajouter un petit mot sur l'animation de trois de devant? Ouais, moi je pense qu'en fait, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont besoin des autres pour pouvoir justement se trouver. Voilà. Moi, je répéterai jamais assez que si tu vas chercher Hakimi une passe sur trois, si tu vas chercher Mendes une passe sur trois, en plus avec la qualité, parce que je rappelle quand même que c'est Hakimi qui fait la remise sur le but de Messi. On l'a vu aussi juste avant où il fait deux dribbles et il fait la passe en retrait. Je crois que c'est encore à Messi d'ailleurs, qui frappe pas tout de suite. Il peut pas, il est gêné, mais je parle. Voilà, l'action elle était amenée comme ça. En fait, c'est ça qui va permettre d'obliger la défense à dire à un moment donné, ils vont aller chercher sur les côtés. Donc, on est obligé de coulisser jusqu'au côté et ça va ouvrir des intervalles à l'intérieur. Si tu ne le fais jamais, en fait, ça ressemble aussi à ce qu'a fait le Barça pendant longtemps. Le Barça, quand il jouait comme ça, pourquoi Messi trouvait souvent Alba? Ouais, l'objectif du Barça, c'était de jouer à l'intérieur avec Suarez, etc. Mais pour finir, pour aller trouver à l'opposé par un joueur qui plonge. Le problème, c'est que là, les joueurs ne plongent pas et eux, ils font que se chercher en permanence. Il y a une action à un moment donné, vers la 15e minute, où il y a Messi, il cherche Neymar à l'intérieur, il cherche Mbappé à l'intérieur. Il y a Hakimi, il est tout seul pendant 10 secondes tout seul. Le ballon, il vient un peu sur Neymar. Neymar, il se retourne. Je me dis, sur sa prise de balle, en plus, il est dos au jeu, il vient vers son but. Il va chercher Hakimi. Non, il se retourne et il recherche encore à retrouver Messi. Non, mais à un moment donné, enfin, je veux dire, il n'y a aucune équipe au monde que tu vas prendre comme ça, sauf sur le talent, encore une fois, sur l'exploit individuel qui fait que tu vas éliminer. Donc, oui, les automatismes, ils les ont. On les a vus en fin de saison. Et là, on voit bien qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes, mais ils ne pourront pas, sur la durée, en fait, porter le PSG, entre guillemets, sans se servir des autres. En deuxième période, Christophe Galtier a fait évidemment un peu plus tourner. Tous les remplaçants sont rentrés. Bernat, Sarabia, Dina Ebimbe, qui a joué dans le poste de piston droit. Hein. Il avait déjà joué à ce poste-là contre Quevilly. Enfin, il était déjà rentré à ce poste-là. Kalimundo, qui a marqué, qui a fait un bon match, on va en parler. Abdou Diallo, Rico, Danilo, Icardi, Kerrer, Zeremri qui sont rentrés. Donc, seul Gaï a joué les 90 minutes. Mousse, sur la deuxième période, avant de vous demander chacun votre top et flop, on va dire, sur le match, évidemment, il y avait moins d'intensité. C'était un peu plus lent, on va dire. Enfin voilà, c'était un peu plus compliqué, mais il y a eu des pauses fraîcheur, hein, donc apparemment il faisait très chaud là-bas. Je dis pas que c'est un élément de réponse, mais voilà. Deuxième période, moins d'intensité, mais bon voilà, il y avait du temps de jeu aussi pour tout le groupe, pour tout l'effectif. Oui, ça après c'est normal, disons. Il a fait tourner. Moi j'ai bien aimé l'entrée de Kalimundo. J'aime bien ce joueur. D'abord il a fait une bonne saison avec Lens, bonne attitude sur le terrain, même sur les replis, tu le vois, il fait des efforts. Devant, c'est un attaquant quand même qui gêne les défenseurs, il est puissant. J'ai trouvé son entrée plutôt pas mal. Ça m'a fait plaisir aussi de revoir Sarabia, même si ça n'a pas été extraordinaire, mais ça m'a fait plaisir de revoir le joueur. Pour le reste, ça paraissait peut-être un peu plus équilibré qu'en première mi-temps. Mais après, voilà, il y avait moins d'intensité. C'est vrai que on s'est fait un peu chier quand même dans cette deuxième mi-temps. Tu peux le dire, Moussa, tu peux dire les termes.
je crois que ça s'entend même. Je me suis fait chier. Mais voilà, on a revu quelques joueurs. Bon, écoute, c'était voilà, ils ont pris ce but. Il y a la victoire au bout. C'est le premier match, encore une fois. Voilà, ce qui était étonnant, alors, j'ai pas fait attention, mais Navas n'était pas sur la feuille de match, alors du coup, non. Ni Navas, ni Verratti, Ni Paredes. ni Paredes. Ouais. Paredes, ouais. Ça m'avait surpris de voir Rico rentrer. J'ai trouvé ça bizarre, mais comme j'avais pas vu si Navas était sur la feuille de match. Et puis, Danilo en défense centrale. Bon, ça on l'a déjà vu. Non, mais pas grand-chose à dire, honnêtement, moi, à part Kalimundo. Ah oui, il y a l'entrée d'Icardi aussi. Ouais. Bon. Il a mouillé. Qui a tenté un lob à un moment, qui a eu un contrat aussi à jouer, voilà. Ouais. J'ai aperçu quelques gouttes de sueur sur son front, donc je me suis dit, on est sur la bonne voie, peut-être, tu vois. Donc voilà, pas grand-chose à dire sur cette deuxième mi-temps. Bon, je reviendrai te voir pour ton top et ton flop, Mousse, mais avant quand même, Romain, un petit mot quand même sur Sergio Ramos qui a joué 60 minutes et qui, on l'a dit, fait de bonnes préparations, s'installe dans cette défense à 3. On l'a pas vu beaucoup jouer la semaine dernière. Ça, c'est quand même un élément positif de cette préparation estivale du Paris Saint-Germain. Même si je trouve que là, il a été un peu en difficulté, notamment dans la profondeur, comme on en parlait tout à l'heure. D'ailleurs, si je peux revenir sur la deuxième période, le seul petit regret que j'ai, c'est que ce quart d'heure de la 45e à la 60e, j'aurais bien voulu voir Kerrer, juste un quart d'heure, avec Marquinhos et que ce soit Kimpembe ou Diallo, mais juste voir si ce problème de profondeur était aussi présent avec Kerrer, qui est un peu plus rapide et qui peut parfois en défense centrale aider. On se rappelle de son début de saison dernière qui était bon. J'ai pas peur de dire que Kerrer a été bon à un moment. Non, mais t'inquiète, on l'a dit aussi nous dans le podcast. Donc voilà, donc j'aurais bien voulu le voir sur le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps ici. Maintenant, Ramos, oui, il a des problèmes. Il a des problèmes d'âge en fait. C'est que effectivement, il pourra pas prendre la profondeur, il pourra pas bien couvrir ça. Il amène quand même sur le terrain, il amène une dose de charisme et de sérénité qui, même quand il fait une boulette, il donne l'impression qu'il est tranquille et qu'il est serein. Donc c'est quelque chose qui est pas négligeable pour cette équipe-là, qui a besoin de sérénité notamment derrière. Et je trouve intéressant qu'un profil, là, je sais pas si on parlera du mercato après, mais le profil de Mukiele qui pourrait venir, densifier soit doublure Hakimi, soit doublure Sergio Ramos, peut être intéressant pour avoir dans cette défense à 3, un schéma qu'il connaît, avoir dans cette défense à 3 un profil de défenseur qui est habile techniquement, mais qui peut aussi bien gérer ce qui se passe dans son dos en étant rapide. Donc voilà, Ramos, il est pas incroyable sur ce match-là, mais tu sens qu'il est taulier dans le vestiaire, tu sens que les mecs l'écoutent, ce qui est déjà assez intéressant. Et à voir, en fait, ça va être à voir quelle va être la charnière à 3 là pour la saison. Est-ce que ça va être Skriniar, Marquinhos, Kimpembe? Est-ce que ça va être Ramos, Skriniar, Marquinhos? Est-ce que Kimpembe va partir, etc., etc. Il y a plein de questions qui peuvent se poser. Et je trouve que ça serait intéressant d'avoir plusieurs choix, plein de choix, et après on puisse un peu faire des choix à l'intérieur de cet effectif-là, quoi. Ouais, on va parler de mercato. Je viens de parler de Mukiele parce que c'est ce qui est en train de sortir depuis une heure. C'est que les négociations seraient très avancées entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig pour Nordi Mukiele. Les contacts se sont multipliés au cours de ces dernières heures. Un accord de principe trouvé avec le joueur, montant de l'opération de plus de 10 millions d'euros. Information de Loïc Tanzi. J'allais dire, ouais, il est à l'équipe maintenant, donc c'est plus à RMC Sport, c'est le journal de l'équipe. Les infos de Loïc Tanzi. Donc voilà, Nordi Mukiele qui serait une piste très intéressante. On en parlera tout à l'heure, mais à ce poste-là, justement, de piston droit. En doubleur de Camille, ça serait ou même en défense centrale. En défense centrale aussi, parce qu'il peut jouer les deux postes, effectivement. Yacine, sur la deuxième période, sur Ramos, dis-moi ce que tu voulais dire en plus de Mousse et Romain, avant qu'on passe au top et flop. Bon, le truc, c'est que, évidemment, je rejoins tout le monde sur l'entrée de Kalimundo. Ça a été, pour moi, la meilleure entrée. Il a été efficace, il a été remuant, il a été intéressant dans ses déplacements, il a été intelligent et intéressant dans ses prises de balles, etc. Voilà, il confirme ce qu'on a beaucoup dit de lui. Encore une fois, avant que tout le monde s'enflamme, on n'est pas en train de vous dire que ça doit être le numéro 9 du PSG titulaire.
Mais on est en train de dire qu'il y a malgré tout une grosse réflexion à mener, que ce soit sur son utilisation au PSG, parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, évidemment qu'au départ, Icardi est au-dessus de Kalimundo, mais aujourd'hui, si tu as un choix à faire, moi je suis désolé, mais c'est Kalimundo qui passe devant. Et la deuxième chose, c'est aussi sur, admettons que tu partes dans l'idée de le vendre, c'est de le vendre au prix qui correspond. Moi je suis désolé, il a un vrai potentiel, il a fait 2 belles saisons. Juste dans les chiffres, je crois qu'il a plus marqué qu'Ekitike, par exemple. Donc, 12 la saison dernière, hein, Kalimundo. voilà. Non, mais c'est pas pour dire, je compare pas les deux en fait. C'est juste pour dire, même en termes de stats, il a été très intéressant. Donc, si tu le vends, moi, les premiers chiffres que j'ai entendus, je trouve que pour un joueur a de ce potentiel. Moi, j'ai vu des joueurs avec moins de potentiel être vendus un peu plus cher. Donc, voilà, si Paris décide de le vendre, c'est de bien le vendre et pas de le vendre. C'est quoi le prix que tu as entendu? Aujourd'hui, ça tourne à 20. 20-25, moi j'entends. Voilà. Moi, je Oui, pense oui, que pour un attaquant de 22 ans, quand tu vois par exemple Scamacca et compagnie, 50, machin, les prix qui sont demandés en tout cas, qu'on me dise le tarif PSG et tout, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, quand j'entends les chiffres des attaquants potentiels avec un potentiel, bon, je pense que tu peux monter au-dessus de 20, en tout cas largement. Voilà. Moi, je pense que s'ils le vendent, ça sera plus 25 et des bonus. Voilà. Parce qu'Antero Henrique, moi, je me rappelle de Jean-Kévin Augustin. Il avait, avant qu'Henrique arrive, le PSG avait négocié avec Leipzig. Il devait le vendre 5 millions d'euros. Et quand Henrique arrive, il se rend au rendez-vous avec Leipzig. Il dit c'est moi qui reprends les reins. Après, Leipzig a dit voilà, nous on avait un accord à 5 millions. Il a dit ah non, mais jamais de la vie, ça. C'est 15 millions plus 5 de bonus. Et si ça vous intéresse pas, on le vend pas. Et il a jamais lâché. Et on connaît la qualité de Jean-Kévin Augustin. Enfin, pour moi, il valait pas 15 millions à l'époque. Mais il a quand même réussi à vendre 15 millions. Donc là-dessus, je suis pas très inquiet. Je pense qu'il sera bien vendu, Kalimundo. Et apparemment, il y a pas mal de clubs qui sont sur lui. Donc. Mais moi, pour aller dans le prolongement sur Kalimundo, je trouve que ça serait un très mauvais signal que de vendre Kalimundo. En gros, très mauvais signal envoyé aux jeunes du PSG. Les jeunes du PSG qui sont imposés dans l'équipe première en venant directement du centre de formation sans partir en prêt, dernièrement, il n'y en a qu'un seul, c'est Presnel Kimpembe. Voilà. Rabiot est parti en prêt à Toulouse. C'est comme ça qu'il a pu faire ses classes et qu'il a pu revenir et postuler à quelque chose. Si... Ah, t'en as deux autres quand même. Qui tu vois. Et Nkunku et Diaby, ils ont joué quand même. Oui, mais pour moi, ils ne sont pas imposés long terme. Ils n'ont jamais été des titulaires indiscutables au Paris Saint-Germain, au même titre que Kimpembe ou que Rabiot. Ils avaient fait pas mal de matchs, quoi, tu vois. Oui, ils avaient fait des matchs, effectivement. Ils ont eu leur chance. Maintenant, Kalimundo, c'est un jeune dont on parle énormément depuis très longtemps, depuis les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain, comme quoi il peut potentiellement avoir sa place en équipe première. Il a fait ses classes en U19, il a fait les performances qu'il fallait en U19. Il est parti en prêt, il a été satisfaisant en prêt 2 années de suite, avec des statistiques dans le championnat de France, en Ligue 1. Il n'a pas fait des statistiques en Ligue 2, il n'a pas fait des statistiques dans le championnat suisse. Non, en Ligue 1, il a fait ses stats. La prochaine étape, pour moi, normalement, c'est d'être dans la rotation. C'est simplement d'être dans la rotation, et puis après, voir en fonction des départs qui se feront dans les prochaines années, quelle importance il peut avoir, et avoir un peu plus sa chance, comme l'ont eu les Nkunku, tu le disais, des Diaby, etc., être dans la rotation, et je pense véritablement qu'il peut apporter quelque chose. Ça se voit qu'il a faim, il a l'agnac, et puis le PSG va jouer beaucoup de matchs. On va avoir un calendrier qui va être resserré avec la Coupe du Monde au milieu. On parle de Messi qui jouera pas tous les matchs d'ici à la Coupe du Monde. On parle de Neymar qui va vouloir se préparer aussi, des pépins physiques qui peuvent venir. Il va y avoir des minutes pour Kalimundo. Donc je pense vraiment, si on a le choix à Paris, plutôt que d'essayer de le mettre en valeur pour essayer de le vendre à 25 millions ou 30 millions d'ici la fin de l'été, il faut le mettre en valeur pour l'incorporer véritablement à la rotation et qu'il vienne véritablement, pas bousculer la hiérarchie, mais ne pas montrer qu'il y a une grande différence entre le moment où il y a les titulaires et où Kalimundo rentre. Après, moi, juste pour répondre à ça, 2 secondes, moi, je suis pas sûr, encore une fois, qu'Alimundo veuille rester. Si tu parlais de mauvais signal envoyé au Titi, aux jeunes, le premier mauvais signal, c'est le recrutement d'Ekitike. Enfin, je veux dire, lui, il est formé au club, il voit un jeune de 19 ans arriver, il voit son club mettre quasiment 30 millions sur lui. Lui, encore une fois, il enchaîne 2 saisons à Lens où il a du temps de jeu, il joue pas mal. Si il décide de rester au PSG, et si Paris décide de ne pas le vendre, mais il lui donne pas
assez de temps de jeu, en hiver, il voudra partir. C'est la même histoire. Il y a aussi la volonté du joueur, Romain. Oui, mais moi, je pense qu'il veut quand même quelques garanties, tu vois. Il y a 3 postes d'offensif. Tu peux avoir une rotation à 5-6 joueurs. Moi, pour moi, si on arrête le mercato là offensivement et qu'on garde donc, Messi, Mbappé, Neymar, et derrière, on met Ekitike et Kalimundo et pourquoi pas Sarabia, je sais pas, quelqu'un d'autre en 6e, ça me suffit. Ça suffit, je pense, offensivement. On n'a pas besoin d'avoir forcément beaucoup plus. Hein. Non, je comprends le raisonnement. Après c'est la volonté du joueur, encore une fois, à voir si lui peut faire ça. Quoi. Je pense qu'il y aurait des minutes, moi. Après, lui, il le voit peut-être pas comme ça, mais je pense qu'il y aurait des minutes. Bon, je pense que vous en avez déjà parlé du coup un peu, mais votre top du match, Yacine. Attends, j'ai pas fini sur un truc, sur Ramos. T'as été coupé, Yass. Allez, vas-y, reprends la parole. Non, sur Ramos, c'est important parce que je pense aussi que ce que disait Romain, c'est vrai sur l'attitude, machin, le charisme. Mais je pense, moi, qu'il y a un moment donné, il va y avoir la question du positionnement. Est-ce que Ramos, c'est pas mieux de le mettre à l'intérieur du jeu et de mettre Marquinhos sur ce côté-là, ce qui avait été fait l'année dernière? Je sais pas, parce que tu vois, il y a un moment donné, bon, c'était en deuxième mi-temps, donc peut-être que s'il y avait la fatigue, mais il couvre une action, elle est quand même 10 mètres derrière tout le monde, dans la surface. Donc là, je suis en train de me dire, est-ce que Ramos, c'est pas mieux de le mettre à l'intérieur pour permettre lui d'être. Parce que, en fait, Ramos, le problème, c'est que Ramos, c'est un défenseur qui défend en avançant. À partir du moment où il recule, il sera en difficulté. Déjà par rapport à l'âge, mais aussi parce que pendant 20 ans de sa vie, il a fait que ça, aller agresser les joueurs, défendre en avançant, faire avancer des blocs. Là, c'est un problème. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que sur ce positionnement, il peut aussi mettre en difficulté Hakimi. Pourquoi? Parce que, et là, je défends pas Hakimi. Le truc, c'est que le PSG joue. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de l'Inter et de Dortmund aussi. Il faut savoir que l'Inter et Dortmund, ce ne sont pas des équipes qui ont beaucoup de possession et qui défendent très haut. Ce sont des équipes qui se replacent bien, qui ont des gros blocs, qui travaillent dans la transition, mais ce pas des équipes qui vont jouer très haut. Rappelez-vous la saison de Hakimi à l'Inter, pour ceux qui voyaient des matchs, il y avait beaucoup d'actions, il partait beaucoup plus bas. Il faisait des courses de 40, 50 mètres. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, quand il était devant, il était déjà protégé par Barella et par Skriniar ou par De Vrij, etc. dans son dos. Et quand l'équipe perdait le ballon, Conte, c'est pas un adepte du contre-pressing à outrance là-haut, c'est un adepte des gros pressing, mais avec des blocs bien compacts, avec l'idée d'abord de se replacer. Donc, il était protégé par tout ça, il revenait se placer dans sa ligne, et en fait, c'est là qu'il était moins en difficulté. Évidemment que si tu lui demandes de contre-presser comme il l'a fait en première mi-temps, bah, il faut que ton défenseur droit il soit beaucoup plus haut. Et rappelez-vous bien que contre le Real au match aller, c'est ce qui se passe très souvent, avec Danilo qui vient très haut couvrir dans son dos. Vous vous rappelez, il venait en milieu de terrain avec ballon, et dès que Paris avait le ballon, il revenait tout de suite dans le dos d'Hakimi pour couvrir. Et en fait, c'est ça la clé. Donc, là aussi, le positionnement de Ramos, il va interpeller parce que je pense que Marquinhos est plus à même de faire ce rôle-là, d'aller très vite chercher dans le dos d'Hakimi pour fermer les espaces. Donc, l'arrivée de Skriniar, elle peut aussi s'inscrire dans cette idée-là. C'est-à-dire que finalement, Ramos sera peut-être un joueur de complément. T'as coupé ton micro. Le micro qui est coupé. Ah, pardon, oui. J'étais pour pas faire de bruit pendant que tu parlais, Yes. Et effectivement, oui, ça sera à suivre d'ailleurs, parce que pour l'instant, Milan Skriniar, c'est un petit peu compliqué dans les négociations, on va dire. On en parlera tout à l'heure, mais pour l'instant, c'est pas fait pour l'international slovaque, défenseur de l'Inter Milan. Bon, comme quoi, il y a des enseignements tirés de ce match quand même. Je vous entends depuis tout à l'heure, il y a des choses à dire toujours avec le Paris Saint-Germain. Mousse, pour conclure sur ce match de préparation du Paris Saint-Germain, top et flop, rapide, sur le match. J'imagine Kalimundo, vous allez souvent le dire, Kalimundo, mais vas-y. Non, bah justement, je vais prendre Kimpembe parce que j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Et comme il est pas mal, il y a pas mal de bruit autour de lui sur le départ, est-ce qu'il faut le garder, pas garder, etc. Moi, j'ai trouvé plutôt concentré. Il a fait quelques interventions assez tranchantes. Donc voilà, c'est surtout pour l'encourager au cas où il reste. Et pour le flop, je vais mettre Neymar parce que je trouve qu'il y a eu un peu de déchets. Mais là aussi, c'est pareil, c'est un flop d'encouragement. Voilà. Parce que je pense qu'il va pas partir. Donc, toujours des encouragements avec nous, si tu fais bien. Oui, tu connais, c'est pas vrai en fait. C'est un vrai flop.
Mais oui, parce que j'en vois pas d'autres en fait. Et, Ah, si, il y en a un autre, moi, je te le dis. Hein. Ça commence par Idrissa et ça finit par Gay. ah oui, c'est vrai, j'aurais pu. Oui, mais oui, tu as raison, il n'a pas fait un bon match. Donc, allez, les deux, c'est cadeau. Allez, le duo, le duo. Au diable de l'avarice. Go, Romain, top et flop. Top, je vais dire Messi. Messi, parce que j'aime bien l'activité qu'il a, j'aime bien le fait qu'il soit déjà en forme physiquement dès maintenant. C'est quelque chose qui est assez encourageant pour la saison à venir. Je le trouve impliqué aussi. Donc voilà, top, c'est bien. Ça serait bien je pense qu'on peut avoir une grande saison de Messi. Donc si on a une grande saison de Messi, je pense que le Paris Saint-Germain devrait bien se porter. Et flop, ouais, Gay. J'ai pas d'autres arguments en plus que ce que vous avez dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y avait un vrai différenciation sur le terrain. Il y a un décalage en fait. Ouais, il y avait un vrai décalage. T'avais pas l'impression que Ouais. ouais. Les deux jouaient pas ensemble et ça a mis plus en difficulté Vitinha qu'autre chose. Donc, parce que c'est vrai qu'un Vitinha peut être intéressant. Et donc ouais, flop Idrissa. Ça passe là dont tu as parlé Yacine tout à l'heure, je l'ai encore en tête, elle est vraiment, ça passe, elle est horrible. Horrible. Je sais même pas comment il peut viser. En plus, il vise Hakimi latéral, il la met au défenseur central. Je sais pas comment il fait, mais. Yacine, top et flop pour toi. Bon, mais je vais rester sur ce que je dis. Top, c'est Kalimundo, parce que j'ai trouvé que c'était celui qui était le plus intéressant, en tout cas globalement dans le match. En plus, par rapport au potentiel qu'il a aussi, hein, de ce que tu en attends, etc. Flop, je vais être un peu plus collectif, je vais dire l'animation défensive, parce que pour moi, même si c'est un match de préparation, le PSG peut pas subir autant d'occasions contre une équipe en papier mâché. C'est pas possible, quoi. Non, mais il faut être sérieux, c'est-à-dire que Donnarumma, il fait des arrêts, tu as des situations hyper dangereuses où tu obtiens des corners, et à la fin, t'es pas loin de faire 2-2. Encore une fois, c'est qu'un match amical, il n'y a pas de problème, le résultat, c'est pas le plus important là-dessus, mais il y a une animation défensive qui est pas du tout au point. Qu'on parle des trois de devant, aux trois de derrière, Mousse disait tout à l'heure Kimpembe, moi j'ai trouvé que les trois derrière, honnêtement, aujourd'hui, je les ai pas trouvés hyper rassurants dans leurs interventions. Ah, les trois, ouais, franchement, les trois. Ouais. Et après, évidemment que c'est un tout. Hein. Je dis pas que c'est que eux. Hein. C'est vraiment un tout. C'est-à-dire que les trois de devant, les deux milieux, finalement, un peu livrés à eux-mêmes, on savait pas trop. Le positionnement des latéraux, et finalement, cette ligne de 3 à la fin, où tu sais pas si elle avance, elle recule. Je voyais des séquences où des fois, Kimpembe était, tu vois, par exemple, l'exemple de Mousse, Kimpembe était très haut. L'action d'après, il pouvait être 20 mètres derrière tout le monde. Donc, en fait, tu vois bien qu'il y a une animation qui n'est pas prête. Encore une fois, c'est un match de préparation. Mais sur ce match-là, pour moi, c'est le pire d'avoir subi autant d'occasions contre une équipe comme Kawasaki. Quoi. Donc l'animation en flop pour coach Yacine. Très bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match remporté donc, par les Parisiens 2-1 face au champion en titre japonais, le Kawasaki Frontale. Prochain match pour les Parisiens dans cette tournée au Japon, dans 3 jours contre l'équipe d'Urawa Reds, donc le 23 juillet, et le dernier de la série de 3 matchs contre le Gamba Osaka le 25 juillet. Et tous les matchs sont à suivre, comme c'était le cas aujourd'hui, sur beIN Sport 2. Donc voilà, ils sont diffusés. C'est pas YouTube du Paris Saint-Germain, la réalisation horrible du match contre Quevilly, un Rouen, effectivement, il n'y est pas là. Vu le petit changement de programme, c'est qu'il devait aller en Israël directement pour le Trophée des Champions. Et en fait, à la fin du 3e match, il rentre directement à Paris. Ouais. Faire 2-3 jours, je crois, d'entraînement à Paris. Ça, c'est ce qu'il voudrait faire, mais c'est pas sûr qu'il puisse le faire. Hein. Bah, moi, j'ai vu là qu'ils disaient qu'ils avaient prévu justement Campos, ils voulaient absolument que. Enfin, c'était prévu. Je crois comme il y a des trucs, des opérations commerciales, etc., tu vois, tu peux pas non plus aussi, tu vois, casser un truc. Ils veulent partir plus tôt du Japon parce que à cause des températures, je crois, ou un truc dans ce genre-là, c'est ça. Ouais. Exactement. Revenir à Paris et de Paris aller au Trophée des Champions. Voilà, c'est ça. Avant la reprise du championnat, comme tu le disais, Yass, et ça sera pour les Parisiens direction Tel Aviv pour disputer le Trophée des Champions le 31 juillet contre le FC Nantes, qui sera diffusé sur Amazon. Passons à notre rubrique Mercato et on a commencé à en parler un peu. Hugo Ekitike, l'attaquant de 20 ans franco-camerounais, international U20, qui arrive en provenance du Stade de Reims, pur produit de la formation rémoise, prêté avec option d'achat déjà. C'est la petite info qu'on a qu'on a vue quand ça a été annoncé. On a été un peu surpris, Mousse, sur la forme du transfert. Donc prêt avec option d'achat pour rester dans les clous du fair play financier.
Et apparemment, une partie des 28,5 millions plus 6,5 millions de bonus sera payée cette saison. C'est ce qui est dit. Il y a eu des infos contradictoires. Parce qu'au début, je crois qu'on avait parlé de problèmes de primes ou c'est pas des primes. Enfin, je sais plus. En gros, c'était pas lié au fair play financier, mais plus à des primes qui seraient versées, pas versées, etc. Ensuite, on nous a expliqué que c'était pour pas inscrire dans l'exercice, mais que finalement Paris paierait quand même une grosse partie de la somme cette saison. Quoi qu'il arrive, l'option elle est obligatoire. Hein. Il sera parisien définitivement la saison prochaine. Il y a pas de doute là-dessus. Après, on en revient à l'effectif actuel. On parlait de Kalimuendo tout à l'heure. Là, ça fait un attaquant de plus. Moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce que Paris, finalement, n'a pas misé sur le plus gros potentiel, je parle attaquant en Ligue 1, attaquant français, pour se dire est-ce que c'est pas lui notre prochain Mbappé, puisque Mbappé il a prolongé il a prolongé quoi, 3 ans, c'est ça, hein 25. Pardon 2020, pour moi, c'est 2024 avec option pour 2025, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, ça fait 2 plus 1, on va dire. C'est ça. Ça se trouve, il partira dans 2 ans. Et je me dis que Paris prépare peut-être avec Ekitike l'avenir et le remplacement d'Mbappé. Moi, c'est un joueur que je connais pas beaucoup. J'ai pas beaucoup vu jouer Reims, à part quand ils ont joué contre Paris. Au match aller, ils avaient pris quoi 4-0, 5-1, je me rappelle plus. Enfin, c'était un gros score. On l'avait pas beaucoup vu, Ekitike. Donc écoute, vu le potentiel qu'il a et vu les clubs qui étaient sur lui, même si ça peut paraître cher le prix, s'il explose avec Paris, il a 19-20 ans, honnêtement, c'est pas une si mauvaise affaire que ça, même si voilà, ça peut paraître beaucoup. On va voir comment il va rentrer dans la rotation. Lui a l'air très très heureux de rejoindre le PSG. Tout le monde sait que Mbappé est son idole. Donc écoute, on verra bien, mais encore une fois, il y avait pas mal de monde dessus. Newcastle a tenu la corde longtemps, jusqu'à ce que Paris arrive. Lui a préféré faire le choix du PSG. Je pense qu'il aurait peut-être eu plus du temps de jouer à Newcastle, donc il a quand même pris un risque. Mais tant mieux, il a fait le choix du cœur, et il est chez nous. Moi, j'ai hâte de le voir commencer. C'est un profil quand même atypique. Donc ouais, moi je suis assez content qu'on l'ait fait venir, mais et c'est pour ça du coup que je ne crois pas que Kalimuendo restera, parce que je pense que ça va faire beaucoup de vent, étant donné que tu dois aussi vendre, enfin tu dois te débarrasser d'Icardi, voire de Sarabia. Je sais pas, ça va être compliqué pour l'ami Kalimuendo. Déjà, petite info sur Ekitike, il ne rejoindra pas ses nouveaux coéquipiers au Japon. Pourquoi? Parce que il n'a pas obtenu son visa hier. Et Luis Campos et Galtier ont considéré qu'il n'y avait pas d'intérêt à infliger un long voyage parce qu'il y a un décalage horaire, on le rappelle, de 7 heures et des conditions météo assez éprouvantes pour moins d'une semaine sur place. Et c'est aussi surtout pour lui permettre de l'aider à rattraper son retard de préparation parce que voilà, il a un peu de retard effectivement. Donc voilà, Hugo Ekitike va rester à Paris pour poursuivre sa préparation. Il ne rejoindra pas ses coéquipiers au Japon. Romain Bédouc, Hugo Ekitike, toi tu l'as vu jouer avec Reims la semaine dernière. Hugo Ekitike qui a marqué 10 buts et 3 passes décisives en 24 matchs de Ligue 1, mais blessé toute la deuxième partie de saison. Il est revenu, il a rejoué que les 2 derniers matchs, il me semble. Il a marqué d'ailleurs. Mais voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son profil? Est-ce que toi, déjà, tu valides ce transfert? Alors, déjà, moi, je prends un grand coup de vieux quand des joueurs maintenant ont pour modèle Mbappé. C'est des idoles. C'est-à-dire que si Mbappé a l'âge d'être l'idole de certains, c'est-à-dire que je me fais vraiment vieux. Et ils ont 4 ans d'écart. C'est un profil intéressant, c'est un profil dans ce genre de nouveaux attaquants qui peut à peu près tout faire, qui peut être bon dos au but, assez grand mais très habile techniquement, qui a une bonne frappe de balle, qui a un jeu aérien qui est assez intéressant aussi. Donc voilà, ce genre d'attaquant hybride qui peut un peu tout faire. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est intéressant pour le PSG de se positionner. Moi, je suis pour le fait que le Paris Saint-Germain fasse un peu comme le Bayern peut le faire dans le championnat d'Allemagne. On prend les gros talents du championnat et puis on peut construire une équipe comme ça. Ça peut avoir si bien sûr les profils sont cohérents avec ce qu'on a dans l'effectif, mais je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ça faisait longtemps que le PSG avait pas recruté en Ligue 1, je crois. C'était pas depuis Mbappé, il me semble, c'est le dernier. Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant. Le profil peut être bien, peut être à développer. Effectivement, on sent que le gamin a du talent, quoi. Tu sens qu'il peut péter. Tu as l'impression que sur sa première partie de saison, au début, c'est devenu une surprise et puis c'est devenu assez vite une valeur sûre de Reims. Et dans le schéma de jeu de Reims, c'était Oscar Garcia,
le coach, dans ce schéma de jeu-là, il n'a pas eu peur de prendre la responsabilité d'être la tête de gondole offensive. Après, il s'est blessé, effectivement. Donc voilà, mais ça peut être intéressant. On sent qu'il a du caractère, on sent qu'il voulait vraiment venir. Il voulait vraiment venir à Paris. Il a attendu longtemps, hein. Il a mis de côté l'offre de Newcastle pendant longtemps, hein, avant d'attendre, en attendant un signe du Paris Saint-Germain. Hein. Même le fait que Reims ait accepté le prêt avec option d'achat, ça montre que vraiment il voulait lui avantager le transfert. Donc voilà, je trouve que c'est une belle opération. Là encore, je suis toujours je vais pas changer d'avis par rapport à ce que j'ai dit il y a 20 minutes. Je pense qu'il va y avoir des minutes. Je pense qu'il va y avoir du temps de jeu pour les offensifs parisiens potentiels, de par les blessures, de par le calendrier resserré. Donc voilà, si Ekitike rentre dans la. Et Romain, tu vas le dire beaucoup cette année, hein, avec tous les. Il y a un moment où je vais me le noter 25 000 fois et puis voilà, c'est un cas au début. Ouais. Et donc qu'il soit dans cette rotation, voilà, de 5-6 offensifs, je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, à voir si lui a les épaules, si lui ne se fait pas un peu pervertir par tout l'environnement parisien qui peut y avoir. Mais oui, le talent est là, le talent est là et il peut s'incorporer. Et puis, je disais tout à l'heure que ça manque un peu de point de fixation dans l'attaque, dans le trio de devant. Il peut avoir ce rôle-là aussi, pas que, parce qu'il sait faire plein de trucs, mais il peut avoir ce rôle-là aussi. Yacine, sur Hugo Ekitike, donc comme Romain le disait, c'est bien déjà parce que pareil, il recrute de nouveau en France. J'avais vu, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un article de l'équipe sur les différents joueurs à l'époque QSI qui venaient de Ligue 1, qui étaient dans un club de Ligue 1 quand ils l'ont acheté. Il y avait Bicevac, Serge Aurier, Atem Ben Arfa, il y avait une liste pas mal, hein, de joueurs qui ont été assez des flops, on va dire. Lucas Digne aussi, voilà. On espère que ça ne sera pas le cas, Yacine, avec Hugo Ekitike, que ça sera un bon transfert. Ouais, déjà, ça ressemble à une vraie réflexion sur le profil du joueur. Encore une fois, moi, je vais pas rajouter beaucoup de choses sur ce qu'a dit Romain, parce qu'il a bien expliqué le profil du joueur et tout. Moi, je pense réellement que ce qui m'intéresse là, sur ce que fait le PSG aujourd'hui, c'est plus... tu as vraiment l'impression que Campos, avec Galtier, mais surtout Campos, ont identifié les profils et ce qu'ils voulaient faire. Et que c'est pas du recrutement d'opportunités, c'est pas du recrutement de bling, enfin bling, je pourrais utiliser ce mot parce que voilà, mais non, tu veux dire recrutement sur le nom. Voilà, mais c'est plus du recrutement sur voilà ce qu'il peut nous apporter. Est-ce que dans notre effectif aujourd'hui c'est intéressant? Oui. Tu vois, parce que il y a eu un moment aussi où le PSG, on peut parler de Ben Arfa, mais où le PSG regardait un peu le joueur le plus médiatique en France et il se disait tiens, faut peut-être taper sur lui. Voilà, on va le prendre lui parce que ça fait bien. Là, c'est pas le choix parce que c'est pas la raison parce que Ekitike il fait une très bonne saison, c'est une révélation un peu de la saison. On n'en a pas parlé non plus toute l'année. C'est-à-dire que même les gens qui suivent régulièrement la Ligue 1, tout le monde n'a pas entendu parler d'Ekitike tous les week-ends. Parce qu'il a été blessé pendant. Oui, mais c'est justement, c'est ce que. Oui, mais après les raisons, c'est autre chose. Oui. Je veux dire, on n'en a pas entendu parler toute l'année, tu vois. Oui, donc. Mais c'est pas un choix qui s'est imposé, c'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est pas en gros, bon, ok, c'est la nouvelle star de la Ligue 1, faut y aller, faut prendre. Il y a du potentiel. Campos, lui faire confiance, je pense qu'il le connaissait avant, parce que le parcours d'Ekitike est aussi un peu spécial. Je l'ai expliqué rapidement, mais il a fait partie du groupe Pro B de Reims. C'est un groupe qui compte une dizaine de joueurs, qui est au-dessus de la formation, mais pas assez mature ou au niveau pour intégrer le groupe professionnel. Et ce groupe de joueurs, il s'entraîne un peu à part. Il intègre parfois les séances professionnelles quand il y a besoin de nombre, quand il y a des blessés, quand il y a besoin de faire des choses, des oppositions. Donc, ils sont à la limite. On ne les a pas virés du club parce qu'on considère qu'ils ont un potentiel et que c'est des joueurs qui vont arriver à maturité un peu plus tardive que certains. Donc, les virer, ce serait une erreur. Mais les mettre dans le groupe pro avec un contrat pro, ce serait aussi une erreur. Donc, ils ont créé ce groupe-là. Et régulièrement, donc, ils font des matchs. Et ils les prêtent aussi dans des championnats qu'en France, on va appeler mineurs, mais qui sont très intéressants. Le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique. Et Ekitike a d'ailleurs été prêté. Je crois que c'est au Danemark, il me semble. Danemark. 6 mois. Ouais, voilà. Et en fait, c'est un passage qui te permet de grandir. Parce que tu t'en vas de ton cocon. Parce que tu es dans un championnat qui est plutôt formateur. Parce que on va te donner du temps de jeu. Voilà, c'est un peu l'idée, entre guillemets, du club satellite
Sauf qu'au lieu de travailler avec un seul club, Reims travaille avec 4-5 clubs, Pays-Bas, Danemark, Belgique, pour prêter ces joueurs-là. Voilà, il a profité de ça. Et en fait, à son retour de prêt, bah oui, il avait progressé, il a pu intégrer le groupe pro et être l'année dernière une des révélations de la saison de Reims. C'est ce que veut faire le PSG avec certains joueurs, comme Post en avait parlé, de créer ce groupe Pro B. Voilà, moi c'est plus ça qui m'intéresse, que Romain a dit beaucoup de choses sur le profil, c'est son parcours. Voilà. Donc c'est finalement aussi un pari malgré tout, parce que c'est sa première saison en Ligue 1. Et comme tout le monde, tu sais pas ce que ça va donner. Et en plus de ça, il n'a pas d'étape intermédiaire, il vient au PSG directement. C'est-à-dire qu'à la limite, entre nous, on se dirait, allez, Reims, allez, Monaco, Nice, tu vois, les clubs comme ça, puis Paris. Non, tu fais Reims, Paris, au bout d'une saison. Bon, voilà, va falloir l'encaisser aussi. Et puis après, ça va être ce qu'a dit Galtier pendant toutes ses interviews depuis 3 semaines. Voilà, et je vais le croire. Bah, il y a la Coupe du Monde, il y a un programme chargé. Est-ce que vous êtes capable de sortir Neymar, Mbappé Voilà, il a dit oui. Bah, écoute, on verra. Hein. Maintenant, il n'y a que comme ça qu'il aura du temps de jeu aussi. Hein. Non, mais en plus, si tu arrives à te débarrasser d'Icardi, si tu vends Kalimundo, ça sera le seul neuf de l'effectif, Ouais. finalement. Parce que tu joues pas, quand tu joues avec Messi, Neymar et Mbappé, finalement, tu joues sans véritable neuf. Et effectivement, moi, j'ai l'impression que cette année, avec la Coupe du Monde qui arrive cet hiver, etc., on risque, contrairement à la saison dernière, de voir des remplacements dans le jeu, les remplacements arriver beaucoup plus tôt que la saison dernière. Et c'est peut-être là qu'il aura effectivement, comme le disait tout à l'heure Romain, c'est peut-être là qu'il a du temps de jeu à gratter. C'est-à-dire que si en Ligue 1, ça se passe bien et que à la 65e minute, ton équipe elle mène 2-3-0, tu vas pas prendre de risques. Hein. Tu sais qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, il y a aussi la Ligue des Champions, etc. Donc effectivement, je pense qu'Ekitike, il pourra peut-être avoir sa chance. Et comme tu auras un vrai neuf dans la surface, bah peut-être que là, les Pistons, on va réellement les voir. Et je pense que c'est lui qui mettra plus de buts venus de Mendes et d'Hakimi. La Ligue des Champions qui va arriver tôt en plus, début septembre, donc il faudra être prêt. Il faudra que tout le monde soit prêt dès le début de saison. Qui 6 matchs en 8 ou 9 semaines, je crois. Ouais, c'est 2 semaines de suite, puis une semaine de pause, puis 2 semaines de suite, puis une semaine de pause, puis 2 semaines de suite. Va falloir La Ligue des Champions, là, on va vraiment en bouffer, là. Et après, t'enchaînes sur la Coupe du Monde, donc c'est pas mal. va falloir être prêt assez rapidement. La Ligue 1 d'ailleurs qui reprendra le week-end du 6-7 août pour la première journée de Ligue 1. Je pense qu'on a été complet. T'as quelque chose à rajouter, Romain, sur Hugo Ekitike, ou on peut avancer dans le... Non, je pense que c'est bon. Là. Est-ce qu'il peut redire Ekitike une dernière fois? Hugo Ekitike. Voilà, c'est bien. Ça tu maîtriseras pour tes émissions, Romain. Et tu penses à la fin, ticket de métro, et qui au début? Voilà, c'est ça. Tu vois, les mots techniques. Le moyen, des mots techniques incroyables. Passons à un joueur qui va moins nous faire. Non, je rigole. Romain, Mousse, petite info juste sur Idrissa Gueye qui donc fait partie de la tournée, hein, mais qui ne semble pas vouloir partir du club. On continue le tour du mercato parisien. Il lui restait un contrat et Mousse, d'après les infos que tu as eues, il a repoussé l'approche vraiment définitivement de Galatasaray. Alors moi, quand la rumeur elle est sortie, en fait, moi j'ai appelé quelqu'un de son entourage que je connais bien, et pourtant les infos avaient l'air crédibles hein, sur Galatasaray. Enfin, je pense qu'il y a un intérêt du club turc, sans doute. Mais lui, tout de suite, il m'a dit honnêtement, c'est pas du tout une option pour Ghana, que ce soit la Turquie ou Galatasaray, c'est pas du tout une option. D'abord, il faut savoir qu'il lui reste qu'un an de contrat. Il a quand même un salaire conséquent. Il a un certain âge. Je crois pas. Je pense qu'il n'obtiendra pas le même salaire même s'il quitte le PSG cet été. Donc tout l'intérêt pour lui, c'est quand même de patienter une saison, d'aller au bout de son contrat, et de se trouver un dernier contrat vu son âge, à gratter une dernière prime à la signature. Et je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Parce que de toute façon, tu es quand même obligé d'avoir un ou deux milieux de terrain pour les faire entrer dans la rotation. Tu peux pas non plus vendre tous tes milieux. Et je pense qu'à un moment, si Ghana ferme la porte et dit au PSG, vous pouvez m'emmener n'importe quelle équipe, moi je bougerai pas. Il y a un moment, voilà, et tu pourras pas mettre tout le monde dans le loft. Il va bien falloir aussi que tu leur files du temps de jeu. Et puis Ghana, c'est pas un mauvais mec. Je te parle en termes de comportement. Hein. C'est pas un mec qui va foutre la merde au camp des loges. C'est pas quelqu'un qui va
Donc voilà, moi je pense que ça va être difficile de trouver une porte de sortie à Ghana. Non pas qu'il n'y ait pas de club qui le veuille, hein. Je pense qu'il y a des clubs qui vont se positionner. Mais je pense que lui, il n'a pas envie de bouger. Je pense qu'il. Rappelez-vous aussi à l'arrivée de Pochettino, on s'est tous dit, voilà, Ghana, c'est fini pour lui. On va avoir Paredes, tu vois, tous les hispanophones, etc. Et puis finalement, il a quand même réussi à avoir du temps de jeu. Donc Galatasaray, lui, ça ne l'intéresse pas quoi qu'il arrive. Maintenant, le mercato, il est encore long, c'est jusqu'au 31 août. S'il y a une offre qui arrive avec un club qui va jouer la Ligue des Champions et le salaire se rapproche, peut-être. Mais moi, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'il va honorer sa dernière saison et qu'il restera et il signera libre l'été prochain où il voudra. Bon, pas une super info, Romain et Yass. Je sais pas qui veut dire un petit mot dessus, mais Romain. Après, tu vois, Ghana, est-ce que c'est la priorité dans les départs? Je sais pas. Est-ce que pour lui, je vais pas faire offense à Galatasaray, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux que Galatasaray et peut-être moins bien que le PSG, mais je pense qu'il y a un delta entre les deux dans lesquels il pourrait peut-être trouver un truc important. Et puis, il a quand même la Coupe du Monde en novembre, donc partir, se mettre en difficulté, même si c'est un cadre de son équipe nationale et je le vois pas se faire sauter d'ici à la Coupe du Monde, mais voilà, tout est une question de dynamique dans laquelle tu vas arriver au moment de cette compétition qui va être si spéciale. Donc voilà, est-ce que c'est pour moi la priorité dans les départs au milieu de terrain avant Ghana, il y a Herrera qui doit partir, il y a Rafinha qui doit partir. Ouais. Donc il y a le temps avant de voir. Maintenant, c'est la problématique et on en parlera quand on parlera du LOF, mais c'est toute la problématique qu'ont Campos et Antero Henrique, c'est qu'ils doivent faire partir des mecs qui ne veulent pas se barrer. Ils doivent faire partir des mecs qui font des photos là avec l'Arc de Triomphe, le grand ciel bleu, en disant Paris c'est magique, tu vois. Donc c'est un peu c'est ça qui est compliqué, à faire. Maintenant Gana Gueye, là aujourd'hui il fait pas un bon match, mais il peut avoir un profil de temps en temps dans certains types de matchs qui peut rendre des services. Donc je suis pas je ferai pas la gueule si Ghana est là le 1er septembre, quoi. Ouais, évidemment, je taquine, hein. Je fais un peu le forcing sur Gana Gueye, mais je suis d'accord avec toi, Romain. C'est pas le joueur à faire partir en priorité. Il y en a d'autres avant lui qui doivent quitter le Paris Saint-Germain, mais avec le recrutement quand même de Vitinha et possiblement de Renato Sanchez, ça ferait quand même du monde au milieu de terrain. Donc, sachant qu'il n'y aurait que 2 places dans ce dispositif-là, il va falloir en faire partir quand même des joueurs dans ce secteur-là, en tout cas. Yacine, on continue notre petit tour mercato. Abdou Diallo ça se refroidit avec Naples puisque Naples devrait engager l'international sud-coréen Kim Min-jae, défenseur au Fenerbahçe. Donc il serait tout proche de s'engager avec Naples qui doublerait le Stade Rennais sur ce dossier. La question que je veux te poser, c'est Abdou Diallo dans cette défense à 3, il pourrait jouer cette année s'il part pas. Bon, on sait que lui, il est vraiment dans on va dire dans la liste des départs et des joueurs qui veulent aussi partir pour avoir du temps de jeu. Mais il pourrait s'installer dans cette défense à 3, lui. S'installer, je crois pas. Après, oui, il peut faire partie lui aussi de la rotation parce que tu vas avoir, voilà, il va falloir faire tourner Kimpembe, qui a l'équipe de France, la Coupe du Monde aussi, voilà. Donc il va falloir. Maintenant, Diallo, le problème, c'est quoi son niveau en fait? Parce que en fait, le truc de Diallo, il a tellement, bon déjà, il a été très souvent blessé, etc. Mais Diallo, il a quand même 26 ans. Il a un an de moins que Kimpembe. Mais quand on parle, on a quand même l'impression. Enfin, globalement, comme ça, tu peux croire qu'il a 4-5 ans de moins que Kimpembe. En gros, il a le temps. En fait, Diallo, il a 26 ans. Donc, mais je pense que lui, il est plutôt intelligent. C'est-à-dire que, voilà, il sait qu'il va. Il part de loin. Il part derrière Kimpembe, en tout cas aujourd'hui, puisque Kimpembe est toujours au club. Et que ça va être très compliqué pour avoir beaucoup de temps de jeu. Que lui, il a déjà dit que de toute façon, il ne s'opposerait pas à un départ. Après, je pense qu'il ne va pas aller n'importe où, n'importe comment. Mais voilà, il y a eu Rennes qui était plutôt intéressé pour remplacer Aguerd. Il aura des offres, en tout cas. C'est un défenseur qui aura des offres. Il a une belle cote sur le marché. C'est un bon défenseur qui peut jouer la latérale gauche et dans une défense. Ouais. Voilà. Mais il a des offres parce que contrairement aux autres, c'est un footballeur qui veut jouer au foot. Ce que j'allais dire, voilà. C'est ça, en fait, le truc, c'est ça. C'est pas le mec qui veut dire. Le mec, Moi, je suis bien place de l'Étoile sur une terrasse tous les jours, quoi. Voilà. Au foot. Donc, ton salaire, il pense plus à avoir du temps de jeu. Voilà. Donc, je pense que tout ça mélangé, honnêtement, je pense que c'est son départ, il semble inéluctable si tout le monde s'y retrouve. Maintenant, écoute, s'il est là, c'est pareil. Enfin, tu vois, il y a des joueurs qui
que tu as plus envie de voir partir. Tu vois, moi, c'est pareil, j'ai rien dit sur Gay, mais rapidement, Gay, c'est pareil. C'est-à-dire que s'il est là, bah, il est là. De toute façon, à un moment donné, les joueurs, tu leur as donné des contrats avec des gros salaires. Tu as aussi ce que tu mérites. C'est-à-dire que si le mec, si tu es dans la fourchette des salaires qu'il mérite, bah, peut-être qu'à un moment donné, le mec, il se dit, ouais, je touche le même salaire pour jouer au foot. Maintenant, quand tu as 2 fois et demi plus que ce que tu vas toucher pour aller jouer au foot, quand tu as 32 ans en plus, bon, bah, peut-être que tu te dis, ok, bah, écoute, comme l'a dit Mousse, il reste qu'un an. Il lui resterait 3 ans de contrat, peut-être ce serait différent. Mais un an de contrat, écoute, je vais prendre ce que j'ai à prendre maintenant. Et puis dans un an, Gay, de toute façon, si c'est l'oseille à un moment donné en fin de carrière qui est plus intéressante, il aura des offres, même en Ligue 1, je vous le dis l'année prochaine, pour jouer au foot. Et s'il faut, il aura des offres sur le Qatar et compagnie, les Émirats, pour prendre de l'oseille. Tu vois, donc Gay, je me fais pas de soucis pour lui dans un an. Après, Yas, lui, c'est pas qu'une question d'argent aujourd'hui. C'est pour ça. Ouais, ouais. Voilà, bien sûr, ouais, c'est pour ça que c'est juste pour appuyer ton propos, c'est pas qu'une question d'argent. Il y a aussi la stabilité familiale, il y a sa vie. Je sais que quand il revient d'Angleterre, il était content de revenir en France. Il avait passé quelques années en Angleterre, il était content de retrouver la France. Il se plaît bien ici. Encore une fois, la vie familiale, c'est quelqu'un de très posé, Gallagher. Hein. C'est comme Diallo, hein. C'est pas les mecs qui sont là à s'accrocher à leur truc. Hein. Simplement, lui, il estime qu'il a encore des choses à donner au club et que pour lui, il n'y a pas de raison qu'il parte. Et la concurrence, ça lui fait pas peur. En tout cas, c'est pas le mec qui va faire des histoires si tu lui donnes pas du temps de jeu. S'il accepte sa condition, il l'acceptera. Et je pense que c'est quelqu'un qui s'entraîne, qui fait des bons entraînements, qui est assez sérieux. Et que s'il reste, Galtier finira par l'intégrer et le faire tourner dans la rotation, parce que comme vous l'avez tous dit, c'est une année particulière, beaucoup de matchs à jouer. Donc voilà, voilà. Comme Diallo, c'est quelqu'un de sérieux. Diallo, il est beaucoup plus jeune, donc évidemment, moi je m'en fais pas pour Diallo. Il y aura des offres, il y a des clubs intéressés. Tu as parlé de Rennes, et c'est vrai que Rennes, ils sont penchés un peu sur son cas. Ils n'ont pas été plus loin que ça pour l'instant. D'ailleurs, Rennes était aussi sur Kim, qui devrait signer à Naples. Après, la question de Rennes, c'est pour Diallo, est-ce que pour lui, il va pas se dire, est-ce que je suis pas en train de régresser, je vais aller dans un club qui joue pas la Ligue des Champions, qui va pas jouer les premiers rôles en Ligue 1. Non, Rennes. Ah, Rennes, pardon. Le Stade Rennais. Donc voilà, la réflexion, elle est là. Maintenant, s'il y a que Rennes qui est positionné, mais ce dont je ne pense pas, hein, je pense qu'il y aura d'autres clubs un peu plus huppés. Et il a quand même une belle cote, Diallo. Il est titulaire avec le Sénégal, avec Koulibaly. Voilà, il a quand même un petit CV. Parlons maintenant, avant de passer au loft parisien, dans le sens des arrivées. Nordi Mukiele, on en parlait tout à l'heure, information qui est avancée par l'équipe depuis quelques minutes, enfin on va dire depuis une heure, que ce serait pas loin d'être fait, qu'il y ait un accord de principe trouvé avec le joueur. Ça coûterait un peu plus de 10 millions d'euros. Nordi Mukiele, international français, on peut le dire, hein, comme il a une sélection avec l'équipe de France. 24 ans, défenseur de Leipzig. Romain, Nordi Mukiele, t'en parlais un peu tout à l'heure en préambule. Pour en doublure d'Hakimi, ça serait très bien au Paris Saint-Germain, non? Mais là encore, je vais aller dans ce que je disais tout à l'heure. Aussi, un des gros avantages de Nordi Mukiele, c'est sa polyvalence. C'est le fait de pouvoir doubler Hakimi dans les matchs où Hakimi devra souffler ou dans les matchs où Hakimi sera suspendu, blessé, etc. Mais aussi être une vraie solution potentielle en défense centrale, en poste d'axe droit, comme il l'a fait avec Leipzig. Avec Leipzig, il fait les deux aussi. Hein. Il a déjà fait les deux. C'est plutôt Thilo Kehrer qui serait à ce poste d'axial droit remplaçant, tu vois. Oui, mais maintenant, si tu me demandes à l'heure actuelle qui est le plus fort des deux, Mukiele pour moi est au-dessus de Kehrer. Kehrer a pu faire des choses intéressantes, mais Mukiele à Leipzig et un petit peu en équipe de France m'a donné plus de gages de garantie, que ce soit offensivement dans la prise d'initiative qu'il peut faire par rapport à Kehrer, Kehrer peut être bon techniquement, mais manque de confiance en lui, donc ça donne un rendu qui est un peu moins bon. Et défensivement, il peut être solide aussi. Mukiele, il est aussi rapide, donc je vois pas Kehrer être vraiment meilleur que. Non, mais je parlais au poste de défenseur central, hein, pas piston droit. Hein. Non, mais aussi pour le poste de défenseur central. Hein, tu vois, la rapidité, ça sert aussi dans la couverture de tes zones. On va avoir une équipe du PSG qui va jouer assez haut, donc forcément, il va falloir gérer la profondeur. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, Ramos n'arrivait pas à le faire. Un mec de la trempe de Mukiele le fera beaucoup plus facilement. Donc oui, c'est une recrue qui est cohérente. J'aime bien les idées des recrues comme ça, où on n'en entend pas parler pendant 3 mois, et puis d'un coup, il y a accord de principe, et puis dans les 2 jours, c'est fait.
Donc ça veut dire que ça travaille bien et que ça travaille discrètement, parce que quand un board travaille discrètement, c'est que souvent que c'est bien fait. Et donc, Il n'est pas fragile, Mukele aussi. Comment? Il a pas subi quelques blessures, Mukele. Il n'est pas fragile. Si, il a pas, ça n'a pas été. Oui, bien sûr, il y a eu des blessures. Il y a eu aussi une saison à Leipzig qui a été assez inégale. Donc c'est aussi pour ça qu'il a perdu sa place en équipe de France. Hein. Leipzig, on rappelle, hein, ils étaient dans le pool en Ligue des Champions, mais Jesse Marsch, le coach, il se fait virer à la mi-saison. Et puis après, ça revient un peu mieux début janvier pour finir très difficilement en Ligue des Champions. Ça s'est joué à la dernière journée. Donc voilà, c'est normal aussi. Il est encore un peu jeune. Mais je pense qu'il peut, dans la rotation, hein, pas pour être titulaire indiscutable, hein, dans la rotation, il peut apporter quelque chose d'assez intéressant. Yacine, c'est un peu dans la continuité de ce que tu disais tout à l'heure, dans le sens où Paris travaille bien. Dans Mukele, c'est un profil intéressant qui peut correspondre à ce que Paris a besoin dans ce schéma-là tactique. C'est une piste intéressante. Ce serait une bonne recrue pour le coup. Bah ouais, encore une fois, on est sur le profil jeune, potentiel, polyvalent. Oui. Parce que de plus en plus, de toute façon, ces joueurs-là, en fait, le truc, c'est que pendant longtemps, on a voulu des joueurs, tu sais, très spécifiques. Le latéral droit, si tu jouais à 2 postes, t'étais mal vu. Si tu jouais milieu et défenseur central, t'étais mal vu. En gros, t'étais polyvalent, c'était plus un défaut qu'une qualité. Bah, on est en train d'arriver dans un football, justement, où la polyvalence, ça va être un vrai plus. Et c'est emmené aussi par les idées qu'ont Guardiola, Nagelsmann. Romain parlait de Mukele à Leipzig, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'avec Nagelsmann, le mec a joué à plusieurs postes, comme Nkunku, comme Sabitzer, comme plusieurs joueurs qui en fait, à un moment donné, et on voit avec Guardiola aussi à City, tu as des joueurs qui jouent défense centrale, qui jouent troisième défenseur axial, qui jouent parfois latéral, qui jouent parfois au milieu, qui sont capables de postes de latéral, venir au milieu pendant la rencontre tactiquement. Bah ouais, c'est le nouveau football, il est comme ça. Il faut des joueurs qui soient capables d'être polyvalents. Et effectivement, je pense que, d'ailleurs, Galtier vient de le dire là en conférence de presse, le club est à la recherche d'un piston qui pourrait être polyvalent pour doubler le poste. Aujourd'hui, nous avons Dina Bimbe qui n'est pas un spécialiste. Voilà, le truc, c'est ça. C'est-à-dire qu'on cherche une doublure à Hakimi, mais cette doublure, elle ne pourra pas être que doublure à Hakimi. C'est ce qu'a fait Leonardo aussi, Yacine, quand il revient en 2019. Hein, il prend des joueurs avec des profils comme ça, polyvalents. Quand il prend Danilo, il le fait, il le prend parce qu'il peut jouer devant la défense centrale. Pareil pour, j'avais un autre joueur en tête. Diallo, c'est pareil. Hein, Abdou Diallo, quand il est au PSG, on loue sa polyvalence. Jouer côté gauche, axe gauche, etc. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que là, on voit bien que le PSG a décidé de trouver une doublure à Hakimi, mais qu'il ne soit pas que doublure à Hakimi. Voilà, et qu'il passe, en gros, 70% des matchs sur le banc, parce qu'Hakimi va jouer 70% des matchs, et qu'il soit là juste dans la rotation. Le mec est capable de prendre la place d'Hakimi, mais aussi d'être ce fameux axial droit et de jouer donc avec Hakimi. Donc c'est intéressant, et là aussi, on est plutôt sur du profil de jeunes joueurs qu'apprécie Campos. C'est-à-dire que là, si tu l'achètes à un prix plutôt raisonnable, oui, c'est un joueur aussi, alors qui peut rester, mais qui peut être vendu à un très bon prix. Un dernier, on en a déjà parlé, c'est Renato Sanchez. Alors pour l'instant, nous, ces discussions sont en stand-by ou alors ça avance bien parce que j'avoue que ça bouge, ça revient, on sait jamais trop. En fait, en un moment, c'était pratiquement fait. Il était à Paris pour négocier les derniers détails de son contrat, puis là, finalement, ça s'est reproduit. Est-ce que tu as plus d'infos que ça, Mousse? Non, aucune, mais si tu veux, la prochaine fois, on invite les insiders. Comme ça. Parce que vu que chaque jour, il dit oui, ça se rapproche, le lendemain, ça s'éloigne, et puis le lendemain, finalement, ça se rapproche. Écoute, non, moi, j'ai pas d'infos. T'as pas une pièce sur toi, là? Si, attends. Choisir un pile ou face. Et puis, tu dis quoi, toi? Tu dis signe ou pas? Bah, attends, toi, dis-moi, et moi, je dirais l'inverse. Alors, tu dis que face, il va au Milan. Voilà, bah, il vient au PSG. Et puis, on fera le montage qu'il faut. On fera le montage qu'il faut après la semaine prochaine quand il aura signé, en disant qu'on vous l'avait dit. Voilà. Après que Campos soit dessus, ça c'est logique. On sait qu'il y avait que ça s'était bien passé avec Galtier à Lille. Après, je comprends pas parce que
priori, Lille le vendrait à 15. Si Paris le voulait vraiment, alors il s'agit pas non plus de dire oui, c'est fini, on va plus se faire carotter, maintenant c'est 12 ou c'est rien. C'est bien, ok, mais bon, si vraiment tu le veux, tu rajoutes les 3 millions et tu ne casses pas la tête, quoi, tu vois, il signe, et voilà, c'est réglé. Il faut pas non plus. Ouais, parce qu'on n'est pas en train de parler, on n'est pas en train de parler de 12 à 25. C'est 12 Oui, à voilà, 15. je lis beaucoup de tweets, ouais, aujourd'hui, nous, on est PSG, plus jamais on va nous la faire, Campos, machin, nanani. Les gars, de 12 à 15, mettez les 3, voilà. Tu vois, économise le salaire à Draxler, c'est réglé, tu vois. Ouais, oh. Voilà. Tu vas nous l'énerver là. Arrête là, c'est pas le moment. Tout de suite, là, je vais pas parler de. Hein. Bon. D'ailleurs, Draxler, je te le dis, Hugo, je pense qu'il partira pas. En général, quand les joueurs de foot ont leur compagne qui est enceinte, les déménagements, c'est hors de question. Puis sa petite amie a l'air de bien kiffer Paris, tout ça. Il y a beaucoup de posts Instagram sous la Tour Eiffel, etc. Que je sais pas. Là, on n'est pas dans le cas d'un joueur de foot qui aime jouer au foot, donc et Herrera aussi, il aime jouer au foot. Tu vois. Ouais. Romain, avant qu'on passe au loft, un tout petit mot sur Renato Sanchez, parce qu'on a déjà parlé de Yacine Mouffe dans des précédents podcasts, on en parlera un peu plus si c'est vraiment officialisé. Un petit mot rapide sur s'il venait, toi au milieu de terrain, je disais, secteur déjà bien fourni, mais est-ce qu'il aurait sa place? Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça. J'ai plutôt l'impression que Paris temporise en attendant de savoir s'il y en a qui vont partir. Et parce que moi, personnellement, on parlera du loft, mais moi, personnellement, c'est pas mon argent. Donc, je m'en fous s'il y a 25 000 joueurs. On n'est pas comptable, hein. On n'est pas les comptables du club. Ouais, voilà, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais je pense qu'il y a un moment où ils doivent se dire, oui, faut pas qu'on en mette 25 000. Faut pas qu'on mette 8 rotations au poste de milieu de terrain, quoi. Donc je pense qu'ils attendent, ils temporisent peut-être un peu pour ça. Et l'excuse des 3 millions d'écart viendrait pour temporiser et pour essayer de faciliter le départ de certains. Maintenant, c'est vrai que c'est un profil qui est intéressant. Renato Sanchez, c'est pas une valeur sûre. C'est-à-dire que si on se plaint des blessures de Verratti, Renato Sanchez, c'est pas le mec qui est le plus healthy, c'est pas le mec qui est le plus sain et qui va pouvoir faire 80% des matchs dans la saison. Je crois qu'il a une stat, c'est 44% depuis qu'il est arrivé à Lille. Il a joué 44% des matchs. Donc, il est pas loin de Verratti, hein, t'as pas tort. En termes d'absence, c'est vrai. Ouais, voilà, mais après j'ai l'impression que c'est beaucoup aussi dans la tête avec Renato Sanchez, parce que dès qu'il y a eu un rendez-vous important pour Lille, il était présent. Donc il y a un moment où je me demande si ça jouait pas là et qu'à Paris, justement, il serait beaucoup plus motivé. C'est un gros potentiel. Maintenant, lui aussi, il doit plus être si jeune, maintenant, Renato Sanchez. Mais, 26, 27, il me semble. Hein. Attends, ouais. je vais vérifier. Mais c'est un gros potentiel. Il a montré que dans des grands... Combien 24 ans. 24, ouais. Là, je ne voyais plus que dans des grandes rencontres, il pouvait répondre présent, donc ça serait un renfort intéressant. Maintenant, là encore, pour moi, on parle souvent d'association en défense centrale. Si tu prends l'un, il faut savoir avec qui tu le mets. Ben, au milieu de terrain, dans un double pivot et dans le schéma dans lequel on veut jouer, c'est exactement le cas aussi. Donc, c'est pas juste prendre Renato Sanchez et savoir si au milieu ça ira, c'est à qui tu l'associes, comment tu l'associes, dans quel type d'animation, etc. Ça peut tourner. Donc, à voir. Mais c'est clair que le joueur a des qualités quand il joue, quand il est là. Il y a peut-être l'étang aussi, Hugo, hein, qui pour emmerder Galtier, peut-être qu'il bloque aussi juste pour emmerder Galtier. On sait que ça s'est mal fini entre les deux. Même Galtier plus Paris Saint-Germain, je pense que s'il peut nous la mettre. Bon, après, il nous l'a déjà mise avec Krikoviak, donc c'est bon. Ouais, mais il travaillait là. C'est ça le problème. Il a pris ça comme l'ami des temps. Bon, passons à notre dernier sujet du podcast. On en a parlé un peu en filigrane pendant tout le long du podcast sur le loft parisien, on va l'appeler comme ça. Les joueurs qui n'ont pas été retenus pour la tournée au Japon. Donc, le message quand même clairement indiqué par la direction, c'est trouvez-vous une porte de sortie rapidement parce que vous ne faites pas partie du projet pour la saison prochaine. Il y a 5 noms: Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Jorginho Wijnaldum, Rafinha, revenu de son prêt de la Real Sociedad, et Julian Draxler, malheureusement. Yacine, est-ce que la liste paraît cohérente? Est-ce que déjà en premier abord, tu en aurais mis d'autres dedans ou pas? Alors déjà, j'ai vu des photos, apparemment, il s'éclate. Alors ouais, ça c'est une première chose. En tout cas, les mecs n'ont pas l'air perturbés de ne pas être au stage, ils sont super bien. Non, mais il y a un poste d'Herrera quand même. Moi, ma limite, il m'a fait de la peine. Tu vois, il est au camp des loges avec que des titis autour de lui et il dit
équipe victoire du jour, Ouais. moi et les Titi. Moi, Eh. il m'a fait de la peine, le pauvre, je te jure. Apparemment, les 5 mangent ensemble tout le temps au camp des loges, etc. Genre, ouais. C'est la nouvelle règle. Tu dois arriver le matin, prendre ton petit déjeuner, la salle, l'entraînement, tu déjeunes au camp des loges et ensuite tu peux rentrer Ouais, chez toi. Comme dans un Donc club là, professionnel, quoi. Voilà. C'est Ouais. vrai. Ah, mais en groupe restreint, voilà, en groupe restreint. Bon, Yacine, Donc, le loft, écoute, oui, il y en aurait d'autres. Après, le truc, c'est que par exemple, il y avait des noms aussi qui sont là au Japon et qui étaient partis pour être dans le. Le truc, c'est que tu dois bien aussi faire une tournée avec une équipe. ah oui. Pour faire des oppositions, il faut bien que tu emmènes des joueurs. Donc, bah ouais, il y en a qui s'en sont sortis comme ça. Alors attention, je pense aussi qu'ils s'en sont sortis comme ça après 10 jours d'entraînement, enfin une semaine d'entraînement, parce que leur attitude était bonne. Par Que exemple, Galtier, ouais, je sais pas si tu avais vu, Yacine, mais Thilo Kehrer a impressionné Ouais. Galtier aux entraînements, Keylor Navas aussi. non, mais voilà, mais Bon, mais ça fait partie. Voilà, ça fait partie du truc. C'est-à-dire que il y a 8-9 noms qui étaient partis pour être dans le loft. Si le mec il a la bonne attitude, il se donne à fond, au moins il est sérieux et qu'il va pas te faire chier dans le groupe parce qu'il en a rien à foutre, bah ouais, le mec il a gagné le droit d'aller au Japon et peut-être qu'avec 15 jours de stage au Japon, le mec il va se dire bah tiens écoute, moi finalement, je le garde dans la rotation puisque de toute façon on peut pas le vendre. Je vais le garder. C'est comme ça aussi hein, que ça se passe le foot. Hein. Des fois, tu sais, combien de fois des recruteurs vont voir un joueur et repartent avec un autre. Voilà, c'est la même chose, c'est le foot. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que oui, c'est le loft, c'est clairement, bah, trouvez-vous une porte de sortie. Je pense que dans ce loft-là, alors aujourd'hui, il n'y a que 5 noms, peut-être que dans 2 semaines, il y aura un peu plus parce qu'il y aura des recrues, mais je pense que dans ce loft, il y a, allez, un joueur, je pense, qui sera prêt à partir, c'est Wijnaldum. Je pense que s'il a une offre quelque part, il partira. Mais à la Roma, hein, apparemment, la Roma, c'est très très chaud avec Mourinho le veut absolument et apparemment ça discute bien. Donc, Voilà, donc, en plus, bah, il aura des offres. De toute façon, Wijnaldum, il aura des offres et en plus, il doit rejouer pour retourner avec sa sélection parce qu'il n'a pas été pris pour la Ligue des Nations. Donc, Pochettino, il l'a tué, lui. Mais en tout cas, voilà, après les autres, j'ai de gros doutes. Évidemment, et après, chacun dans son domaine. Hein. C'est-à-dire que tu as Draxler qui est, voilà, femme enceinte, etc. Pas de problème, tu n'as pas envie de bouger. Tu as Herrera qui nous explique que Paris, c'est magnifique. Quelle ville. Voilà, il est tous les jours sur les. Incroyable. en fait, c'est ça le problème d'Herrera, c'est qu'il n'a pas visité encore tout le bois de Boulogne. Il a vu qu'une seule partie en fait. Donc du coup, lui, il dit quoi? Il dit attends, moi je vais rester parce qu'il me reste encore 400 hectares à visiter. Moi, je vous dis, Je vais désolidarise il n'a de ce genre pas de encore fait le jardin d'acclimatation, ça va lui faire bizarre par rapport à ça. Et on peut pas aller trop loin dans les blagues, sinon je vous jure, je me lâcherai, mais c'est pas grave. Bref, non mais voilà, après oui, la porte elle est clairement ouverte pour eux, allez-y. Oui, il y a des salaires. La porte de la voiture, oui. La porte de la voiture était ouverte apparemment. Ouais. Ah, par rapport, elle était fermée. Enfin, je sais plus. non, c'est la vitre qui était baissée. Voilà. Donc voilà, après c'est l'offre, mais en tout cas, je répète ce que j'ai dit plusieurs fois pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois, c'est autorisé. C'est-à-dire que vous avez vu tous ce que j'avais expliqué. Ils ont un staff à disposition, ils ont un médecin, kiné, les repas, les installations. À partir du moment où tu donnes accès à ça, ils ne sont pas obligés de faire partie du groupe. Voilà, c'est tout. Donc le PSG est dans les règles. Oui, il faut juste qu'ils disposent des mêmes installations que pour les professionnels, enfin le groupe professionnel. Et c'est pour ça qu'il y a une partie du staff de Galtier qui est encore à Paris. Parce que c'est le staff professionnel. Donc eux, ils ont été obligés de rester. Moi, il y a une chose, Hugo. Ouais, vas-y. Que je comprends pas, c'est la présence d'Icardi au Japon. C'est-à-dire que parce que c'est vraiment la priorité à faire partir ce mec. Il faut vraiment le faire partir. Il n'a plus rien à faire ici. Et que tu l'emmènes au Japon, c'est-à-dire, pour moi, c'est comme si tu l'encourageais en fait. Tu lui dis bah non mais Peut-être qu'ils veulent. reste avec nous, c'est pas grave. Peut-être qu'ils veulent le montrer pour qu'il se vende. Le problème, c'est que plus on voit Icardi, moins il se vend, j'ai l'impression. Donc. C'est pour ça que pour moi cet argument il est pas valable. Parce que là, tu t'en sortiras jamais. Regarde ce qu'il a fait en rentrant. Ça suffit largement, tu vois. Et moi, il va falloir qu'il m'explique pourquoi Icardi était dans la liste. Là, vraiment, je comprends. J'avais une question, Mousse, avant que je passe la parole à Romain, quand même sur la manière de faire. On va dire au Paris Saint-Germain, on n'a jamais vu ça. Enfin, en tout cas, l'époque aussi. Même, je suis même pas sûr qu'on ait déjà vu ça avant. Le loft. On l'a vu quand Enrique est arrivé. Il a fait. Ouais.
Sous Le Guen, quand il met les jeunes, il fait pas un loft ou un truc dans ce genre-là? Ouais, avant QSI, il y en a eu. Avant QSI, il y en a eu. Ouais. Ok. Mais en tout cas, sur ce loft version Campos, on va dire, est-ce que tu approuves la manière, en tout cas, ou pour indiquer vraiment aux joueurs voilà, le chemin du départ, quoi? Ouais, bien sûr. Bah, à partir du moment où ils restent dans les clous, comme l'a expliqué Yacine, c'est-à-dire qu'ils ont accès au centre d'entraînement, qu'ils ont un staff, etc., qui peuvent utiliser toutes les installations. Écoute, on l'avait déjà nous plusieurs fois expliqué qu'avoir un groupe de 28, 27 joueurs, c'est compliqué. Galtier en a parlé, Pochettino en avait parlé l'hiver dernier lorsque le mercato d'hiver était fermé, qu'ils n'avaient pas réussi justement à se séparer de 2, 3 joueurs. Donc oui, c'est tout à fait légitime. Et les joueurs qui sont visés, bah, ce sont des joueurs qui n'ont plus rien apporté. On parlait de Draxler. Herrera, c'est un joueur qui est volontaire, très bien, etc. Parfois sur le terrain, tu as l'impression qu'il courait, mais à droite à gauche comme un coq sans tête. Et tu ne savais pas très bien ce qu'il voulait faire ou pourquoi il était là. Il bougeait bien les bras. Il bougeait bien les bras, par contre. Le policier. Ouais, il y a peut-être l'aéroport de Roissy, peut-être qu'ils peuvent lui trouver quelque chose pour guider les avions, tout ça, ça peut être pas mal. Mais oui, c'est tout à fait légitime. Et puis il faut aussi dire que dans l'Aube, on l'a déjà dit, un mec comme Wijnaldum, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour qu'il retrouve un club. Rafinha, c'est pareil, on n'en parle pas beaucoup de Rafinha. Et je pense que si vraiment il n'y a personne qui vient, le club, ils vont s'arranger, résiliation de contrat, et on n'entendra plus parler. Le plus dur, ça va vraiment être Herrera, Draxler et Icardi pour moi. Ça va être les 3 dossiers très très chauds. Mais oui, Paris a raison, parce qu'il y a un moment, ces mecs-là, moi je vous parlais vraiment de Draxler par exemple, il a arrêté de jouer au foot parce que voilà, une fois que Leonardo l'avait prolongé, il repartait pour 4-5 ans. Le mec, c'était fini, quoi. C'était du foutage de gueule. Il a bien montré que c'était plus sa priorité de football. Voilà, il faut le mettre devant sa responsabilité. Si tu veux continuer à jouer au foot, à peut-être retrouver l'équipe nationale, etc., trouve-toi un club. Sinon, bah, ok, tu seras payé, mais dans 4 ans, quand ton contrat sera fini, bah, tu seras à la retraite. Ce sera terminé pour toi. Tu ne pourras plus jouer au foot. Voilà. Romain, Mousse en parlait à juste titre. On était à cette conférence de presse de présentation de Christophe Galtier. Il en a parlé justement du fait qu'il fallait, pour bien travailler dans des bonnes conditions, réduire l'effectif et aussi pour les joueurs qui soient pas malheureux à pas jouer et que ça fasse une mauvaise ambiance un peu. Et c'est ce qui a été le cas longtemps au PSG version QSI. Donc c'est une bonne chose finalement de procéder comme ça et de vouloir faire partir pour vraiment réduire l'effectif pour que Galtier puisse commencer la saison délesté des joueurs qu'il ne veut plus. Moi j'aime bien le message qu'il a envoyé. Effectivement, déjà on n'a pas parlé de Kurzawa une fois. Ah oui, c'est vrai. Il est là-dedans. Je l'ai dit dans la liste, mais Mousse, il n'a pas parlé. Ouais, moi, je l'ai complètement zappé, mais tu vois, c'est dire. Et d'ailleurs, il a encore changé d'agent, apparemment, les Kurzawa. Il peut changer. C'est 3 fois qu'il change, je crois, sur les 3 dernières saisons. En tout cas, Leonardo est parti et il est toujours là. Des agents de footballeurs qu'il a, Kurzawa, ou c'est des agents de je sais pas. Stylistes, je sais pas. En fait, lui, il était avec Moussa Sissoko à l'époque, l'agent de Dembélé. Ensuite, quand il a perdu du temps de jeu au PSG, il rêvait de jouer en Angleterre. Donc, il est parti chez Kia Raption. Il lui avait promis de le faire signer à Arsenal, etc., machin. Ça s'est pas fait. Et comme là, il est encore en difficulté, il a quitté l'agence londonienne pour revenir dans une autre agence de joueurs. J'ai le nom et je te laisse reprendre Romain après. Il a rejoint l'agence Base Soccer Agency qui gère notamment les intérêts de Hugh Minson ou encore Richarlison. Voilà. Génial. Donc, non, sur le love, pour moi, c'est un message qui est envoyé qui est plutôt intéressant. Je parle pour le PSG, pour le PSG, parce que tu montres vraiment à ces joueurs-là que vous ne faites pas partie du projet et il n'y a pas de sur un malentendu. Vous allez jouer comme on a pu avoir, notamment l'année dernière où moi je faisais le chiant à vouloir mettre des titis, notamment sur la fin de saison, parce que je trouvais que ça n'avait aucun intérêt de faire jouer des Herrera, des Danilo, des trucs comme ça, qui n'étaient pas dans le futur du PSG. Danilo l'est peut-être un peu plus maintenant, mais qui n'étaient pas dans le futur du PSG et qui prenaient la place de Titi. Bah là, si Zahir Emery doit avoir quelques minutes de jeu, il n'y a pas Herrera qui va être là, dont on sait qu'il sert absolument à rien, qui va lui prendre une place. Donc déjà, je trouve ça intéressant. Maintenant, là encore, je te répète, c'est pas mon argent. Donc si les mecs sont ok avec le fait d'avoir
5, 6 salaires qui équivalent à entre 15 et 20 millions d'euros par an, qui ne bougent pas et qui sont dans un loft, bah, c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent. Si les joueurs sont heureux dans leur situation, à de ne pas jouer au foot alors que c'est des joueurs de foot, mais toucher leur argent, et ben mais juste que moi, le sportif du club, soit pas impacté par ça. Donc voilà, qu'on n'ait pas des problèmes de masse salariale de l'effectif, qu'on n'ait pas de problème de joueurs qui prendraient de la place d'autres, alors qu'ils servent à rien. Sinon après, si l'effectif pro, celui qui doit jouer les matchs importants, n'est pas impacté par la gestion du loft, et si les finances du club ne sont pas dans le rouge et n'empêchent pas de faire des mouvements à cause de ces joueurs-là, qu'ils soient dans un loft, chez eux, à Marrakech, j'en ai rien à faire. Ils font absolument ce qu'ils veulent, et ils ont la gestion de la carrière qu'ils veulent. Maintenant, je trouve ça intéressant que le PSG ait un peu plus de poigne et dise, sois clair dès le début, écoute, toi, tu fais ce que tu veux, tu as ton salaire si tu veux rester là. Par contre, si tu restes là, de l'année, tu joueras pas. Et tu seras pas avec nous, tu feras pas ton métier, en fait. Tu gagneras ton argent, mais tu feras pas ton métier. Si le club est assez intelligent de leur faire comprendre ça, et que les joueurs comprennent ça et veulent, ça peut les pousser à partir, je trouve que c'est une bonne chose pour le PSG. Yacine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ça? Alors, tu en as parlé tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Romain ou Yacine qui a parlé de la déclaration de Galtier en conférence de presse sur Nordi Mukiele. Tu as dit le club est à la recherche d'un piston qui pourrait être polyvalent, ça a été dit. Pour doubler le poste aujourd'hui, nous avons Dina Ebimbe, qui n'est évidemment pas un spécialiste du poste. Il y a des pistes qui sont très actives et on peut penser que dans quelques jours, un joueur va vite nous rejoindre. Donc bon, ça veut dire quand même que c'est bien avancé, je pense. Ouais, c'est clair, mais après, voilà, pour résumer le truc, c'est vraiment, là, je trouve que ce qui se passe depuis 3 semaines, en tout cas depuis que tout est un peu officiel maintenant, parce que ça a mis du temps quand même, ça a l'air cohérent. Tout le monde a l'air d'aller dans le même sens. Après, c'est comme tout, c'est-à-dire que peut-être qu'au bout de 5 journées, on ne tiendra plus le même discours parce qu'au PSG, on a souvent vu ça. Et moi, je veux pas tomber, tu vois, je veux pas tomber dans le truc de dire ouais, c'est du vent et tout. Mais je me rappelle aussi qu'avec Emery et Tourelle, surtout, je crois même un peu plus Tourelle pendant les 6 premiers mois. Emery, c'était un peu bizarre parce qu'Emery, il y avait des choses qui étaient très intéressantes dans les séances et tout. Mais il y avait aussi un peu cette guéguerre avec les joueurs, et notamment Silva, où ils étaient encore pour la possession, ils n'étaient pas d'accord avec certaines méthodes. Enfin, c'était un peu spécial, Emery. Mais malgré tout, il y a toujours eu un peu cette période d'euphorie. Et Tourelle, elle était vraiment elle était grande, elle était méritée d'ailleurs. Hein, parce que rappelez-vous, les 14 victoires d'affilée au début de championnat, etc. C'était pas rien. Mais on est souvent dans cette période-là avec Paris. Là, je lisais ce matin, je crois, un papier, la méthode de Galtier plaît aux joueurs. Bah oui, les joueurs, de toute façon, c'est des enfants. Les joueurs, tu leur donnes un nouveau jouet, ils sont toujours contents les 10 premiers jours. C'est plus au bout de 3 mois que ça commence à poser problème. Donc voilà, on va attendre, pas s'enflammer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je trouve que dans la réflexion des recrues, les noms qui sortent et tout, il y a un cheminement. Voilà, c'est pas tiens, on veut Skamaka, mais on veut aussi, je sais pas, un autre avançant qui leur ressemble, enfin Lewandowski, voilà. Tu sais, voilà, il y a des choses. On veut pas forcément des titulaires là, on veut des doublures. Voilà, il y a quelque chose il y a un cheminement et une cohérence. Le loft en fait partie. Voilà, c'est-à-dire vous, comme l'a dit Romain, et je trouve que c'est le message le plus important là-dedans, c'est pas la peine de croire qu'en vous entraînant bien ou en montrant des choses à l'entraînement, vous aurez votre place. On compte pas sur vous. Voilà. Ça, c'est hyper important aussi, parce que ces joueurs-là, malgré tout, même si on dit qu'ils aiment pas le foot, quand ils sont sur un terrain, ils aiment bien, et ils aiment bien aussi montrer en disant, tiens, peut-être on sait jamais, tu vois, voilà. C'est chiant pour un entraîneur. Là, il n'y a pas de message. Voilà, il n'y aura pas, pour vous, c'est dehors ou rien. Voilà. Effectivement. Et c'est pour ça que c'est plutôt une bonne option et ça part pas dans tous les sens, c'est assez structuré et on espère que ça va se prolonger sur toute la saison. Juste pour finir là-dessus, il faudra voir au retour du Trophée des Champions, quid d'Icardi s'il n'est pas parti, Paredes, on ne sait toujours pas ce qu'ils veulent en faire, tu vois. Il y a quand même 2-3 joueurs qui sont au Japon, dont la situation, on peut même aussi parler de Danilo, il y a le 3e gardien, Sergio Rico, qui est revenu de près, il y a encore pas mal de monde. Et en fait, c'est à la première journée de championnat, quand tu verras ceux qui sont inscrits sur la feuille de match, là, on pourra vraiment se faire une idée il restera encore un mois pour les faire partir. Il y avait la piste Monza pour Icardi. Ouais. Je pense que c'est un deal qui peut se faire voilà, c'est typiquement le genre de deal qui peut se faire en fin de mercato.
Monza étant très très proche de Milan, il a une maison à côté. Ah ouais, mais c'est vrai que moi j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Non, mais il y a aussi un deal, c'est que Monza appartient à Berlusconi maintenant et il pourrait donner à Berlusconi, qui a aussi un média qui s'appelle Mediaset, il pourrait donner une émission à Vanda. Donc ça pourrait faciliter le. Enfin, bon, Ah ouais, bah, c'est folklore, quoi. C'est le folklore. Tout est réuni pour faire ce deal, en fait. Et Icardi, je pense que ça ne le dérangerait pas de faire une saison sans Ligue des Champions. C'est juste se remettre dans le rythme. Il sera titulaire indiscutable. Ça sera la star de l'équipe. Il a tout à y gagner. Et il faut faire une cagnotte litchi, payer le billet d'avion. Deux choses. Wanda s'est mise à faire aussi des photos de la Tour Eiffel, donc je ne sais pas si c'est bon signe. Et la deuxième chose, c'est que j'ai entendu dire qu'Icardi, il fallait absolument la doudoune. S'il n'y a pas doudoune, il n'y a pas contrat. Ça, c'est pour ceux qui vont au parc et qui le voient s'échauffer pendant les deuxièmes mi-temps en duvet. S'il fait trop chaud, il ne peut pas mettre la doudoune, il ne veut pas. Alors, bon, on verra tout ça en tout cas, comment ça va se décanter. Il serait, alors, à un moment, il est en concurrence avec, pour le poste de numéro 9 à Monza, là, avec Edinson Cavani, hein, il a été proposé le poste. Alors, apparemment, Cavani, c'est bon, il est parti il est à Villarreal maintenant. C'est pas officiel encore, mais il aurait un préaccord avec le Villarreal d'Unai Emery, donc ce serait les retrouvailles. On va trouver la concurrence. Voilà, la concurrence. Attends, à Villarreal, il y a quand même Lo Celso. Non, Lo Celso, il est reparti à Tottenham. Il était qu'en prêt. Ouais. Dommage, parce que Lo Celso, Aurier, Cavani. Aurier aussi, hein. Aurier, le contrat, il est parti, hein. Ouais, mais tu vois, Emery, il n'était pas loin de reconstruire le PSG du 2018. Tu te rends compte que moi, Lo Celso, que j'adore, il s'est retrouvé avec Aurier au PSG, à Tottenham et à Villarreal. C'est quand même pas de bol. Hein. C'est vrai qu'il l'a suivi partout. Bon, bah merci. En tout cas, je pense qu'on a été complet sur tous les sujets du jour. Évidemment, le mercato qui se poursuit jusqu'au 31 août. Hein, donc, il y aura évidemment pas mal de choses à discuter encore sur ces dossiers-là. Et puis, voilà, le Paris Saint-Germain qui va poursuivre sa tournée estivale au Japon, je l'ai dit tout à l'heure, avec un match dans 3 jours contre une autre équipe japonaise, Urawa Reds, et puis contre le Gamba Osaka le 25 juillet, avant le Trophée des Champions le 31 juillet contre le FC Nantes, et puis une reprise de la Ligue 1 le week-end du 6-7 août. Merci à vous trois. Merci Romain d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir à chaque fois. Tu reviens avec nous quand tu veux pour débriefer toute l'actu du Paris Saint-Germain. Merci coach Yacine et merci à Mousse évidemment qui sont à toi, Hugo. Pour m'accompagner sur les podcasts. N'hésitez pas à commenter et puis à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United pour ne louper aucun contenu en plus des podcasts. Parce qu'on met les Mousse, alors je sais qu'ils envoient les conférences de presse quand ça va revenir. On met les conférences de presse à chaque fois. Et là, il n'y aura plus besoin d'avoir le traducteur à côté avec Pochettino. C'était les conférences de presse prenaient 1 heure parce qu'il mettait 15 ans à répondre et tu avais le temps que son adjoint traduise. Là, au moins, avec Galtier, voilà, retour au français, on va dire. Déjà, il va parler français. Et normalement, il va parler football. Voilà, je suis en train de me préparer tout doucement parce que j'ai vécu 18 mois où ça parlait ni français ni football. Je suis pas prêt à revenir là. Vous allez reprendre du plaisir, Romain et Yacine, aux conférences de presse d'après-match au parc. Moi, je vais y retourner parce que Yacine, il allait. Il y a un moment où je disais non, c'est quoi, c'est bon, c'est pas grave. En plus, la conférence de presse, la réponse en espagnol durait toujours 45 secondes, 1 minute. La réponse en français durait 15 secondes. Il va pouvoir poser des questions, Yacine. Pour la première fois, il va peut-être poser une question. Là. Ça va être intéressant. Parlera de jeu, Yacine, avec Christophe Galtier. Bon, merci à vous trois et puis merci à vous de nous avoir suivis sur le podcast. Et puis on se donne rendez-vous pour le prochain, la semaine prochaine, où on aura déjà un match amical en plus, et puis peut-être des officialisations qui ne vont pas tarder, notamment Nordi Mukele dont on a parlé aujourd'hui. Merci à vous et puis au prochain podcast. Salut à tous. Ciao.